Christophe sur France Maghreb 2. Ramenez la coupe à la maison. Allez les bleus, allez. Eh oui, on y croit. Bonjour tout le monde, bienvenue, ravi de vous retrouver sur France Maghreb 2 avec aujourd'hui à mes côtés en plateau Monsieur Jimmy Dalidou. Comment ça va mon Jimmy? Bonjour à tous. Salut Christophe. Ça va? Ouais, ça va, tranquille. Premier supporter des Bleus hier soir. Bah, j'en ai rien à péter du foot, vous le savez bien. Moi, j'étais supporter de Karl Marx hier et du peuple travailleur qui se prépare pour la bataille. Bon, Jimmy Dalidou, vous l'avez compris, conducteur à SNCF, syndicaliste, cégétiste, leader aussi, analyste politique, tout ça, d'un coup, auteur aussi. Notamment sur Afrique Media TV. Big up à eux. Ah ouais, big up. Big up à Afrique Media TV, effectivement. Ouais, ils sont sympas, bonne équipe. Amine Sa est avec nous, élu de la Courneuve. Comment ça va mon Amine? Très bien, et toi? Ça va? Bah écoute, ça va, hein, tranquillement. T'as pas la tête à la grimace? Non, pas du tout. Non, c'est vrai? Non, pas du tout. Moi, je suis un peu de très regret quand même? Ouais, je pourrais en avoir, mais bon, c'est quand même un parcours assez remarquable pour une équipe africaine. Donc à saluer, évidemment. Et puis, d'abord, bravo à l'équipe de France. Et puis, j'espère qu'ils vont garder la coupe à la maison. Audrey Pronosti est avec nous aussi, journaliste. Bonjour Audrey. Bonjour Christophe, bonjour aux collègues, Jimmy, Amine, Audrey. et puis aux auditeurs. T'as vu, elle a pas voulu venir quand vous êtes là. Non, ouais, c'est pas ce que du j'ai cru tout. comprendre. Arrête, Bon. ça y est, tu commences à faire des histoires. Bon. Oh là là. Et les gars, Après, on est champion. ouais, mais 4 ans après, ouais. VG Dream qui avait fait un gros succès, d'ailleurs on attend Et puis, VG on Dream ramène pas avec la une coupe nouvelle à la maison, chanson. on la garde à la maison, là. Bah ouais, mais faut la ramener quand même du Oui, Qatar. c'est vrai, Ouais, c'est vrai. Ouais, elle est au Qatar là. Elle est là-bas. D'ailleurs, on ira du côté du Qatar avec Thierry de Oryx FM dans un instant pour parler des vous verrez bien tout à l'heure évidemment sur France Maghreb 2. Évidemment. Allez, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Évidemment, on parlera un peu de la Coupe du Monde et de ce qui s'est passé hier. Retour sur le parcours magnifique, extraordinaire, vraiment, comment dirais-je? Quels sont les mots pour qualifier le parcours de l'équipe du Maroc? Spectaculaire. Spectaculaire, extraordinaire, magnifique, voilà. Bah oui. Tout ça à la super, fois. magnifique. Enfin, pas besoin de trop réfléchir. Hein, les mots, les adjectifs nous viennent comme ça. En fait, ils ont pas gagné, mais ils ont gagné quand même, en fait. Ouais. Alors, on y reviendra évidemment. Et puis, en avant toute, direction la finale qui aura lieu dimanche à 16h. Et puis, en entendant la petite finale aussi, le Maroc va la jouer, la petite finale face à la Croatie pour la 3e place. Quand même pas rien, quand même. France-Argentine. Alors, il y a un sondage IFOP, là, on vient de l'apprendre. 41% des Français pensent que la France peut l'emporter. 41% seulement, hein, 41%. Bon. Hier, audience spectaculaire sur TF1, 20,7 millions de téléspectateurs. Autant dire que le boycott. Le boycott, ouais, absolument. Ça oui, fait non, plus mais... de 50% des Français qui s'en foutent du foot quand même. Bah ouais, quand même, hein. Hein, mon Jimmy? Ouais, tout à fait. Bon, toi, t'étais au Et courant qui du sont, match. qui sont d'accord que lorsqu'on parle de l'aberration écologique, des millions de morts depuis Pas 2010 forcément. au Qatar sur les chantiers, sur le droit des femmes et le mouvement LGBT au Rappelez Qatar tout de même- qui peut être mis en cause, sur le fait que c'est quand même des frères africains qui sont morts sur les chantiers, faut pas l'oublier. Oui, 3600, on l'oublie pas. Mais juste rappeler 2-3 choses par rapport à ça. Déjà, d'une part, les audiences d'hier, c'était quand même un record, mais pas un record cette année. C'est un record depuis 2016. Donc ça veut dire que aucune chaîne de télévision n'avait atteint ce niveau d'audience depuis 2016, depuis 6 ans, ce qui est juste phénoménal. C'est-à-dire Ça qu'on veut fait dire que la finale mieux, de 2018 on n'avait fait pas mieux que la autant. finale de 2018. C'est hallucinant. Vous rendez compte? La deuxième chose, Ouais. sur les nombreux morts dans les chantiers, j'ai déjà eu l'occasion d'y revenir, mais je peux en dire encore un petit mot. D'abord, cette Coupe du Monde, elle s'est décidée il y a quand même plus d'une dizaine d'années. Je pense que c'était à ce moment-là qu'il aurait fallu se bouger pour influencer la décision. La deuxième chose, c'est quand même des grandes entreprises occidentales qui font les chantiers Absolument, au Vinci, Qatar. notamment. Donc il faut le rappeler, ça aussi. C'est-à-dire que sans doute que le règlement et les droits
les droits en matière, les droits humains sont peut-être pas suffisants au Qatar, mais ça a profité aux grandes entités françaises, comme ça profite d'ailleurs à d'autres en Afrique, en Asie et dans bien des pays en voie de développement ou en grande difficulté. Les fédérations, les sponsors vont être contents avec le profit qui a été généré par la Coupe du Monde au Qatar. Bah oui, on va être Bien content. sûr. Ah, ils vont se frotter les mains, ils ont déjà loué des jets privés, tiens. Ah bah attends. Je sais pas, mais on sait pas autant. Alors, il faut s'indigner, hein, bien sûr, mais on s'est pas autant indigné pour les Jeux Olympiques en Chine. Enfin, je veux dire, et pourtant, il me semble hein, que c'est pas un pays qui respecte les droits de l'homme. Hein, donc, à un moment donné, bien sûr qu'il faut s'en indigner. Et Amine a dit quelque chose de extrêmement vrai. Enfin, je veux dire, et les promoteurs qui construisent ces stades, mais en général, c'est des promoteurs soit européens, enfin qui ont énormément d'argent. C'est exclusivement des entreprises européennes. Hein. Ouais. Exclusivement. Bah voilà. Donc à un moment donné, donc voilà, faut arrêter Jimmy. l'hypocrisie. Ah, Ouais, mais on voit ta copie, mon vieux. La lutte, non, mais ce que je dis, c'est que la lutte des classes, ça Non, s'arrête mais pas, c'est ça s'arrête pas après la l'un- Coupe du l'un Monde. n'empêche pas et l'autre, avant la d'ailleurs. Coupe du Monde, qu'en fait, la lutte des classes, elle continue avant, après, Bien elle sûr. continue tout le temps, indépendamment de la Chine, où effectivement, ce qui se passe en Chine, c'est pas normal. Sur les JO, par rapport à l'Arabie Saoudite, etc., c'est pas Bah, normal. Et puis les JO Sur, 2024. à tous les niveaux, la lutte des classes, elle est en mouvement tout le temps, partout, tout le temps. Il faut Bon. pas s'arrêter, en fait. Jimmy, t'étais quand même content que la France soit en finale ou pas? Moi, j'en ai rien à péter, moi, que la D'accord, France soit ok. en finale. Pour Très vous bien, dire, bien. franchement, je Bien, m'en pas fous, de en fait. problème, pas de problème. Moi, ce qui m'intéresse, c'est d'améliorer les conditions de travail des ouvriers, quel que soit où ils Mais là, on se fait une situent, en pause, là, France, au laisse Qatar, rêver le peuple un en peu. Chine. Et c'est ça qui est pas normal. C'est pas normal que pendant qu'il y en a qui se mettent du fric dans les poches toujours plus, vous avez des frères africains qui crèvent sur les chantiers. Et indépendamment de la Coupe du Monde de Qatar, c'est un exemple parmi d'autres. Oui, mais Avant, Jimmy, après, tout le temps. les gens ont besoin de rêver, ont besoin de se. Tu vois, Ouais, bah un ils peu ont de besoin de joie. rêver. Bah, moi, je rêve Non, pour et la puis lutte par des ailleurs, classes. ces grands C'est événements, pareil. ces grands Chacun- événements, chez- que ce soit la Coupe du Monde ou d'autres événements, ont permis aussi de faire émerger ça et puis qu'on en parle. Donc, Ouais. autant on peut critiquer l'événement, on peut dire que c'est une gabegie financière, on peut dire plein de choses, mais autant ça a permis de donner une vitrine justement à ce genre de situation qu'on méconnaissait. Il y a quelques mois, vous auriez parlé des morts dans les chantiers au Qatar, personne ne savait de quoi vous parliez. Bon. Donc ça a eu l'occasion aussi de mettre ça en lumière. On en reparlera tout à l'heure aussi de la réforme des retraites. Est-ce que Macron est véritablement le maître des horloges? Puisque tu parlais d'écologie, la prochaine Coupe du Monde qui se déroulera aux États-Unis, mon Jimmy, Ouais. sache quand même qu'elle se déroulera aux États-Unis, au Canada, au Mexique. Donc excuse-moi, mais l'empreinte carbone, là pour le coup, en Bah, au cœur de l'impérialisme Voilà, nord-américain, voilà. c'est exactement pareil. Il faut Donc, lutter contre là, tout. au moins pareil. ça se passe au Qatar, je veux dire à proximité, les stades sont les uns à côté des autres. Là, t'imagines la distance, ça va être Bon, absolument. rappelez tout de même que même le président de la République hier a salué le niveau de l'organisation au Mais Qatar. oui, bah oui. ouais. Dans une Vous avez pas situation remarqué de Vous avez pas remarqué un sécurité. truc hier? La gueule de Macron. Ouais, c'est vrai qu'il Il est mal, le c'est vrai. man. Hein. On dirait qu'il est dépressif, mesquin. Hein. Ah bah, Non, je mais- pense- Ah, vous avez pas regardé? je me Sérieusement, je m'adresse à vous. Regardez les images de J'ai regardé Macron hier l'interview, soir. j'ai pas noté de... Mais il est dans un état, mesquin. Non, mais c'est vrai, son regard, on a qu'il était un petit peu hagard et enfin moi aussi je me suis fait cette réflexion, il était un petit peu il était quelque part quoi. On en parlera d'ailleurs dans le zapping, ça a été un véritable flop, le pont aérien qu'a essayé de mettre en place le Maroc. Ça a été du grand n'importe quoi. Ah bon Ah oui, faut le savoir. Sur une trentaine d'avions prévus, il y en a que 7 qu'on peut y aller. Hein, je vous le dis. Donc, et c'est très étonnant aussi qu'aucun responsable politique, le roi en personne, n'était même pas au Qatar hier pour le match, pour encourager l'équipe du Maroc. On se demande où il est, le roi. Il n'était pas à la Ligue Ouais. arabe, il n'est pas au sommet Afrique aux États-Unis, il n'était pas au Qatar. Où il est? Voilà. Il On se était pose la peut-être- question. Il est auprès de son peuple, Ouais, bah, sans doute. ouais, Ah, il était sans- pas en Israël, Non, j'espère. Il était à Paris. Franchement, Amine, Il il aurait est plus souvent à Paris qu'au sachant Maroc. Hein. que bah oui, sachant que c'était une demi-finale, Non, mais quand il aurait même. pu venir. Quand même. Non mais moi j'en sais rien. Bah oui, là, t'en sais rien. Je sais que t'en sais rien, moi non plus. Je pense qu'il y a une raison. Ouais, moi non Sûrement plus. il y a une raison. Bah oui, mais ça fait quand même pas mal de rendez-vous manqués là pour le coup. Hein. Au moins le prince héritier il aurait pu venir. Personne. Voilà. Bon allez, on s'en fout à la limite. Exprimez-vous librement dans l'émission quotidienne Le Grand Forum. Tous les jours, du lundi au vendredi, de 16h à 18h, Christophe Fro et ses chroniqueurs vous donnent la parole. France Maghreb 2, la radio du vivre Ah oui, ensemble. prenez-la la parole. Franchement, 01 40 33 9000, on refera le match dans un instant. Et puis on parlera un petit peu de la suite, bien sûr. Et on reviendra aussi sur les violences. Hein, parce qu'il y a eu quand même
des violences hier à l'issue de ce match. Voilà, notamment à Montpellier, un drame, un mort. Donc un gamin de 14 ans qui s'est fait renverser par une bagnole. Voilà, donc ça franchement, c'est du grand n'importe quoi. Hein. C'est que du foot quoi. Et puis alors quand même, il faut le signaler aussi, ces ultra-droites là, c'était monté du cerveau là, qui s'apprêtait à venir sur les Champs-Élysées armés. Une trentaine. À Lyon aussi, apparemment, ils ont foutu la hala en prononçant des insultes extrêmement racistes. D'ailleurs, Darmanin nous apprenait hier qu'on a déjoué en 5 ans 39 attentats terroristes et 9 d'ultra-droite. Donc l'ultra-droite aussi peut tuer en France, faut le savoir. Comme ça, au cas où ça vous aura échappé. Elle l'a déjà fait. Hein. Ah oui, bien sûr. Donc voilà. Alors tiens, deux petits clins d'œil aujourd'hui. Ça va faire plaisir à Jimmy. J'étais content de voir ça. Je dis tiens, Jimmy va être content. En 1999... Eh oui, en 1999, le 15 décembre, mon Jimmy, cette adoption du Parlement du projet de loi sur les 35 heures, mon Jimmy. Oui. Alors c'était pas forcément une bonne chose. Ah bon? Mais pourquoi? Oh, parce que je prends un exemple sur les grosses entreprises publiques. Les 35 heures ont déclenché un processus d'heures supplémentaires. En fait, ce que la plupart des travailleurs dans le cadre public vont bien au-delà des 35 heures, ce qui fait que ça a déclenché des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires, elles sont soit payées, soit récupérées, mais elles rentrent dans un processus général de fonctionnement où vous avez un certain nombre d'heures à ne pas dépasser pour une entreprise, et ce qui fait qu'en fait... vous supprimez des possibilités de financement pour les travailleurs, parce que qui dit heures supplémentaires, ça ne veut pas dire forcément financement. Des fois, vous les récupérez. Et de plus, ce temps-là, c'est du temps qui est bloqué, sclérosé, ce qui fait que vous empêchez indirectement, vous empêchez d'embaucher, etc. Donc, c'est pas forcément une bonne chose, 35 heures. C'est pas une bonne chose. Donc, voilà, adoption du projet de loi sur les 35 heures en 1999. Puis alors, beaucoup plus tôt en arrière dans l'histoire, en 1918, c'est Pétain qui devient maréchal de France. Pétain, qui a été un héros pendant la Première Guerre et puis un traître pendant la Seconde. Voilà, c'est tout. Ouais, on peut se dire ça comme triste ça. Anniversaire. Ah oui, triste anniversaire, j'en conviens. Voilà. Tiens, il y a Saïd qui est avec nous et qui nous appelle au standard 01 40 33 9000. Salut Saïd. Bah, ça a été rapide au moins mon Saïd, à bientôt. 01 40 33 9000, il m'a raccroché à la tronche. Hein. C'est pas bien ça. Allez, tiens, pour toi Saïd. Ah mais ça fait du bien quand même, on a besoin de rêver, le peuple a besoin, c'est vrai qu'on voyait quand même que le peuple France hier était réuni, et les belles images que j'ai envie de retenir quand même de cette soirée, c'était les Marocains, les Français qui faisaient la fête ensemble. Bon, on comprend que les Marocains étaient un peu déçus, ce qui est logique, hein, mais franchement le parcours était là, magnifique. Allô, bonjour, qui est avec nous? Allô, bonjour. Allô? Oui, bonjour. Bonjour madame, est-ce que vous pourriez vous rapprocher du téléphone éventuellement, ça serait plus sympathique? Oui, Voilà. Bon, quel est votre prénom? Sonia. Sonia, vous nous appelez d'où Sonia? Bon, je sais pas c'est les mecs d'ultra droite là qui s'amusent. 01 40 33 9000 évidemment les amis, on est là pour vous accueillir, on va parler et revenir un petit peu sur le foot. Allez, je refais une tentative. Allez, allô? Allô? Ouais, ton prénom? C'est Zouer, les amis, de Marseille. Salut Zoher de Marseille. Il paraît qu'il pleut des cordes à Marseille. Ça va, ça gaze? Ouais, ça gaze. Pas doucement avec le mot gaz quand même, hein. Quoi que c'est vrai qu'à ce moment, c'est pas... Ouais, c'est chaud là, franchement. Bon, ouais, alors. Bon, en fait, voilà, donc je reviens un peu sur le match d'hier. Bon, il faut féliciter quand même les Marocains. Quand même, ils ont fait un beau parcours. Ouais. Mais par contre, le bémol, c'est qu'ils n'ont pas su les cuisiner à la marocaine, quoi. Le coq français, on va dire ça, quoi. Ils ont pas... C'est quoi les cuisiner à la marocaine? Explique-moi, c'est quoi? Le coq français, ils n'ont pas su le cuisiner à la marocaine, dans le sens où... C'est-à-dire qu'à un moment donné, ça a été le contraire, quoi. Ça a été les Français qui ont cuisiné les Marocains hier. Parce qu'hier, en gros, les Marocains, ils l'ont fait comme les Portugais, vous voyez, quand ils ont attaqué et ils se sont fait contrer, donc les Français, ils ont fait pareil. Ouais. Amine. Très clairement, hier, je pense que le plan habituel qui était celui de défendre, de rester très organisé en défense,
puis monter lors d'occasions très ponctuelles. N'a pas fonctionné d'abord parce le Maroc prend un but très très vite dès les 5 premières minutes. Ouais. Ensuite, défenseur en plus. Hein. Voilà, il y a une erreur défensive en plus de la part des défenseurs marocains. Et puis surtout, lors de la deuxième mi-temps, où on voyait que l'équipe marocaine était quand même beaucoup mieux organisée, qu'il y a eu un bon quart d'heure où elle a vraiment mené le jeu avec de nombreuses occasions, même plus qu'un quart d'heure. Et à ce moment-là, elle n'a pas su transformer l'essai parce que, évidemment, devant, ça manquait de lucidité, ça manquait d'efficacité parce qu'il y avait aussi beaucoup de blessures, beaucoup de fatigue. Ça, on en a déjà parlé. Mais globalement, quand même, on peut se satisfaire qu'une nation africaine puisse arriver à ce niveau de la compétition avec quand même un parcours pas facile du tout en termes d'équipe en face. Et puis, félicitations à l'équipe de France. Moi, je l'ai dit déjà la dernière fois, quoi qu'il arrive, je suis en finale et quoi qu'il arrive, je serai heureux le jour de la rencontre. Donc voilà, maintenant, on s'attend quand même à ce que l'équipe de France monte un petit peu d'un niveau parce que face à l'Argentine, qui a quand même déroulé face à l'équipe de Croatie qui était plutôt solide dans la compétition, ça risque d'être plus compliqué si on n'arrive pas à mieux s'organiser et à mieux se créer les occasions. Bon, merci en tout cas du côté de Marseille. Je voulais rajouter juste un truc hier. Christophe, tu m'avais chambré, donc je voudrais encore te chambrer. Pourquoi je t'ai chambré? Moi, je t'ai dit quoi hier? Tu m'as chambré hier, tu m'as dit que où sont où les Marseillais hier en fait par rapport au PSG des joueurs. Ah bah oui, excuse-moi, j'en cherche des joueurs marseillais dans les équipes, il n'y en a pas. C'est sûr qu'en ce moment, nous, nos Marseillais, ils coupent les citrons dans le banc de touche. Bah ouais, on est d'accord. Donc, non, on est d'accord. Mais faut pas oublier aussi que c'est pas des joueurs du PSG que vous avez, c'est les joueurs du QSG. Ouais, Non, mais bon, ça va. Ouais, ça va. Un petit peu. Gagner un trophée, après on parlera, hein, d'accord? Ou gagner un titre, après on parlera. Et voilà, mais par contre, j'adore votre émission et continuez comme ça. Merci mon ami. Ciao. Je vous adore les Marseillais. Vous êtes de mauvaise foi, mais j'adore. 01 40 33 9000. Dans un instant, on file au Qatar avec Thierry. Ça va faire plaisir à Jimmy. De Oryx FM. On va parler du Qatar. Bon, les amis, calmez-vous. Hein, on a le temps tranquille. On est là jusqu'à 18h. Quoi? Direction les exploiteurs. Arrête, Jimmy. Merde, tu vas nous fâcher avec tout le monde, toi. Allez, tiens, pour toi. Allez, on se retrouve dans un instant sur France Maghreb 2 avec Thierry, qui n'est certainement pas un exploiteur, mais qui est journaliste à Oryx FM, la radio francophone du Qatar, pour continuer et pour cette avant-dernière chronique. Parce que le mondial, ça se termine dimanche, mais la chronique avec la collaboration d'Oryx FM, c'est demain. Merci d'être avec nous, bienvenue. Ici, on parle au vrai, ça s'appelle le Grand Forum, et c'est évidemment sur une seule et unique radio, France Maghreb 2. Le LGF, merci d'être avec nous, avec autour de la table la Minsa, avec Jimmy Dalidou, avec Audrey Prenesti, et mesdames, messieurs, pour la avant-dernière chronique. Direction le Qatar, direction Oryx FM, les amis. À l'occasion du mondial, découvrons chaque jour le pays organisateur grâce et avec la collaboration de la radio francophone Oryx FM au Qatar. France Maghreb 2, Oryx FM, une chronique quotidienne à retrouver dans le Grand Forum. Bonjour Thierry, comment ça va Thierry? Bonjour Christophe, tout va bien, tout se passe bien, on est dans la dernière ligne droite pour la Coupe du Monde. Ça y est, on est dans la dernière ligne droite. Alors, quelle est la météo aujourd'hui à Doha? Très belle journée, température toujours comprise entre 25 et 27 degrés maximale, donc ça va. Ouais, rien que pour ça, j'ai envie d'y aller moi. Ah ouais, t'as vu Jimmy, c'est autre chose quand même que moins niveau climatique, au niveau climatique, c'est pas pareil. Bah voilà. Bon, ça s'est bien passé hier le match, la demi-finale, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème. Mon cher Thierry? Pas à ma connaissance, malheureusement, effectivement, la majorité des supporters étaient tristes, déçus de cette défaite, et puis quelques groupes de Français très joyeux, très gais. Bon, j'imagine que l'Argentine va jouer à domicile dimanche? Effectivement, ça risque d'être très déséquilibré dans les tribunes. Ouais, comme ce le fut hier d'ailleurs. Alors, on va parler de quoi aujourd'hui, mon Thierry? On va parler d'un sujet un petit peu écologique. On va parler du littoral au Qatar. On sait que le Qatar, c'est une péninsule. La mer est très présente. D'ailleurs, le Qatar possède près de 500 km de traits de côte. Et dans l'histoire du pays, on le sait, les activités de pêche, particulièrement la pêche perlière, a été très importante. Donc, avec le développement récent, on a eu beaucoup d'aménagements sur le littoral qui ont eu des conséquences souvent désastreuses. On a eu le développement industriel aussi, et puis l'expansion de l'agglomération de Doha.
Alors, quand je parle de développement urbain, on peut penser par exemple à certaines îles artificielles. On parle beaucoup de l'île du Pearl, la Perle, qui est très renommée. C'est un complexe très moderne avec des logements, des marinas, des commerces et des activités de loisirs. C'est très apprécié par les touristes et les résidents, mais ces aménagements littoraux ont eu des conséquences sur les milieux naturels à cause notamment des importantes opérations de dragage. Ça crée de la turbidité et ça a tué énormément de coraux. Et puis, il faut parler aussi des rejets en mer d'eau chaude utilisés pour le refroidissement de certaines activités industrielles, et puis la pollution industrielle elle-même, qui ont contribué à ce déclin. Alors aujourd'hui, les scientifiques considèrent que la grande majorité des récifs côtiers du Qatar sont complètement morts. Alors, ce n'est pas seulement à cause du développement urbain et des activités industrielles que je viens de mentionner. Le déclin a été progressif. Il y a eu aussi plusieurs blanchiments. Les récifs du Qatar ont subi plusieurs vagues, d'abord dans les années 60, puis les années 70, les années également 96-98. Et là, il faut voir aussi peut-être des conséquences du changement climatique, avec une mer qui devient de plus en plus chaude. Alors, il subsiste au large du Qatar des récifs coralliens qui, grâce aux conditions de profondeur et de courant marin, parviennent à résister. Et c'est très intéressant pour les scientifiques locaux, puisque les eaux du Golfe arabe abritent des colonies de coraux particulièrement résilientes. Elles sont très résistantes et elles subissent les conditions climatiques les plus extrêmes pour des coraux partout dans le monde. Pensez qu'en été, ici, la température de la mer peut dépasser les 33 degrés Celsius et pendant plusieurs mois. Donc, à de tels niveaux, des températures seraient mortelles pour les autres coraux ailleurs dans le monde. Et ici, certains coraux continuent à résister. Et l'étude de la résistance de ces super coraux, comme on les appelle ici, pourrait probablement aider à repeupler, à mieux faire en sorte que les coraux résistent dans le monde au réchauffement climatique. Et on sait que dans le monde, les coraux jouent un rôle très important pour l'équilibre des écosystèmes marins. Ils concentrent plus de 25% des espèces marines. Donc, ils sont essentiels au maintien de la biodiversité marine. Et le Qatar a pris conscience de cela. Il a mis en place des programmes de recherche sur les coraux pour les préserver, favoriser leur expansion. Les Qatariens ont compris que c'est aussi une question de sécurité alimentaire. Il faut préserver les coraux, les quelques récifs coralliens qui restent, pour préserver la ressource halieutique et donc le secteur de la pêche. Alors, Total Energy, et là c'est étonnant, Total Energy s'associe à ces recherches pour le développement de récifs artificiels. Il y a d'ailleurs une start-up française qui est associée à ce programme. Et Total Energy envisage par exemple de ne pas démanteler ces plateformes en fin d'exploitation pour préserver les coraux qui se sont développés sur les piliers et tout l'écosystème qui s'est établi autour de ces plateformes. Alors c'est très étonnant et c'est très intéressant. Quand on parle du Qatar, on ne pense pas forcément à ce genre d'action en faveur de l'environnement. Et le Qatar a mis en place un plan d'action national pour la gestion et la conservation des ressources marines qui a été élaboré. Ça permet de lutter à la fois contre le changement climatique et en même temps préserver, renforcer sa sécurité alimentaire. Eh bien, merci pour ces informations. Effectivement, les coraux, donc je ne savais pas, en tout cas, qu'ils pouvaient résister à cette température et que la mer atteigne des températures en plein été de 33 degrés. Incroyable, absolument. C'est vraiment extrême ici. Hein. C'est des températures, des écarts thermiques très importants. En été, plus de 33 degrés. En hiver, ça peut descendre à 16, 15 degrés. Donc, ça fait des écarts très importants pour la faune et la flore. Par contre, j'ai un coup de gueule, mon Thierry. La clim, ça va pas du tout. Hein. Nos joueurs, ils sont malades avec la clim. C'est pas la clim. Je t'ai dit que le soir, les températures descendent. Les températures sont fraîches. Ça peut descendre ici de 16, 17. Si on ne fait pas attention. Même en journée à 27, tu n'as pas besoin de clim, franchement. Ça va, ils ont les moyens de se payer les médecins. Ah bah oui, mais bon, deux joueurs étaient malades de notre équipe de France. Ils se payer les médecins. Les salariés, ils sont en France, ils n'arrivent même pas à se payer les médecins. Que ce soit la clim. Bon, eh ben, en tout cas, merci beaucoup Thierry. Rendez-vous demain pour la dernière. Oui, déjà, effectivement. Eh oui, ouais. On se prépare à aller vers ce week-end un week-end de faste, puisque il y aura aussi la fête nationale du Qatar dimanche, le 18, jour férié ici, et puis la finale. La finale et la cérémonie de clôture, sans oublier la petite finale aussi qui se jouera samedi. Alors, je sais pas à quelle heure, par contre, tout à l'heure, 16h.
D'accord, 16h, ok. Heure de France, évidemment, donc 18h, heure du Qatar. Voilà, bon, merci beaucoup Thierry, bonne soirée et à demain, évidemment. À demain, merci. Dans un instant, on va parler de Farid El Hari, qui, vous le savez, a été accusé à tort par une femme de viol et qui a obtenu l'annulation de sa condamnation ce matin auprès de la chambre de révision. On y revient dans un instant sur France Maghreb 2, avant que nous parlions aussi de la réforme des retraites. Et ça y est, Jimmy, hein, et de 10-49-3, de 10. Ouais, jusqu'à quand là? Sujet très important. Ouais. Jusqu'à quand d'ailleurs, la première question qui se pose, c'est que, enfin, ils devraient les mettre à la porte tous les députés, en fait, arrêter de les payer 10 000 balles par mois, puisqu'apparemment, ils servent à rien. Et ensuite, 10-49-3, ça démontre qu'en fait, on est dirigé par... c'est pas un gouvernement qui représenterait les intérêts de la nation, ils représentent uniquement leur intérêt à eux, l'intérêt de leur classe sociale, un gouvernement qui dirige tout seul. Une personne, Madame Borne, Elisabeth Borne, dépasse les bornes et elle gouverne le pays toute seule, en fait. Vous avez 2 personnes en France qui décident pour 60 millions de Français, en fait. Et tout le monde trouve ça normal. Bon, voilà pour le 10e 49.3 en tout cas. C'est pas que tout le monde trouve ça normal, c'est que quand tu utilises le 49.3, t'as pas le choix, en fait. Donc, Si, on a toujours le choix. Le choix, c'est celui de l'action et pas de la passivité. Ouais, si on est d'accord pour sortir un monde de dehors pour défendre une équipe de foot, ce que je dis, c'est qu'on peut sortir dehors et leur dire augmentez nos salaires et vos 49.3 vous les gardez. Si on peut le faire pour une équipe de foot, par moins de dehors, on peut le faire pour ça. C'est pas ça que je voulais te dire, Jimmy, c'est que le 49.3, vu que c'est voilà, il existe et quand tu l'utilises, tu auras beau aller manifester, le 49.3, c'est le 49.3. Donc, je dis pas que ça sert à rien de se battre, c'est pas ça. C'est juste qu'une fois qu'ils l'utilisent, en fait, il faudrait limite que... On voit jusqu'à 14. Il y a, il me semble, un certain nombre d'utilisations. Une fois qu'ils pourront plus l'utiliser, bah voilà. Jusqu'à 14, hein, c'est ça, Amine. Je parle sous ton contrôle. Alors, plus précisément, en fait, c'est que sur chaque texte budgétaire, vous avez le droit... à une utilisation au moment du vote à l'Assemblée, puis une utilisation au Sénat, puis retour à l'Assemblée, donc encore une utilisation. Puis comme vous avez la loi modificative du projet de loi de finances, donc vous avez encore le droit à trois occasions. Puis vous avez encore le projet de loi de finances de la sécurité sociale qui est un texte à part. Encore là, encore une fois, vous avez droit à plusieurs coups d'essai. Et puis en loi modificative également. Donc, ça fait en réalité, pour l'instant, l'utilisation de ces 49.3, cette dizaine de 49.3, c'est sur les mêmes textes. Hein. On est sur les mêmes projets de loi. Le problème qui se pose, ce qui me gêne dans ce que tu dis, Audrey, c'est que apparemment, le danger, c'est de banaliser le 49.3. Ce que je dis, c'est que quand on utilise le 49.3, c'est que dans le même temps, il faut utiliser tous les leviers de fonctionnement qui permettent à la population de donner son avis. Je pense notamment au référendum d'initiative populaire. Est-ce que dans ce pays, on est conscient qu'il y a des référendums qui sont possibles et que le gouvernement fait tout pour ne pas passer par le référendum? Sur la retraite, par exemple, on va en parler. Ouais. C'est un référendum qu'il aurait fallu. J'ai une petite nuance quand même. Il faudrait un référendum. Donc ce que je dis, c'est que quand on utilise le 49.3 indépendamment des autres leviers de fonctionnement, ben là, ça va plus. Oui. C'est ça que je dis. C'est quoi la nuance, Sabine? En fait, c'est simple. C'est-à-dire que moi, j'entends ce que dit Jimmy, c'est-à-dire qu'il dit qu'il faut que les citoyens se mobilisent, il faut qu'il y ait une mobilisation dans la rue, etc. Et je l'entends, et pourquoi pas. Sauf que il faut quand même qu'on rappelle juste une chose, c'est que les citoyens, quand ils ont voté aux législatives, ils n'ont pas donné de majorité à Emmanuel Macron. Ils ont d'ailleurs donné une majorité à l'opposition, puisque la somme des oppositions constitue de fait une majorité. Et le 49.3, et Audrey l'a très bien dit, c'est un article donc de la Constitution qui permet ce passage en force, donc c'est complètement démocratique. Ceux qui disent que ce n'est pas démocratique se trompent. Par contre, il y a aussi des dispositifs qui permettent de contrer le 49.3. Ça s'appelle la motion de censure. Et je rappelle quand même que la première motion de censure a recueilli quand même près de 250 voix. Donc il manquait une quarantaine de voix pour permettre justement de casser ce 49.3. Et force est de constater que aujourd'hui, seule la France insoumise se retrouve à déposer des motions de censure. Attends, laisse-moi finir.
même les membres de la NUPS qui ont commencé par voter les textes, les motions de censure déposées, aujourd'hui se rétractent. Donc, il faut arrêter d'appeler en permanence les citoyens à se mobiliser. Ils ont voté, ils ont désigné une opposition à Emmanuel Macron. Il faut qu'elle fasse son travail et qu'elle s'oppose, notamment par des motions de censure, et qu'elle prenne son courage à deux mains, quitte à affronter une dissolution. Non, d'abord, deux choses. Déjà, la première chose, c'est que la motion de censure, de toute façon, ça passera jamais une motion de censure. Tu sais pourquoi ? C'est pour ça que la Macronie, par exemple, a très bien compris qu'il fallait soigner. Mais je suis pas d'accord avec toi. Il fallait bichonner des groupes comme le LR, qui sont clairement la bouée de sauvetage de la Macronie. Macronie. Avec la réforme des retraites. Oui, mais on appelle ça à 64 ans. Je finis. C'est la première chose. Donc, de toute façon, il faut arrêter de croire à une orientation constructive de la motion de censure, parce qu'il y aura toujours un groupe parlementaire qui sera là pour sauver la Macronie. C'est fait. Mais dans ce cas-là, deuxième chose, j'ai pas fini ce que je dis. Et la deuxième chose, encore une fois, parce que tu dis le 49.3, ça fait partie des rouages de fonctionnement de la démocratie, etc. Moi, ce que je dis, c'est que qu'on n'aime pas. Ouais, non, mais d'accord, mais qu'on aime ou qu'on n'aime pas, lorsque le peuple sort dans la rue, dans ce cas-là, qu'on arrête de leur lancer des LBD et leur arracher les mains et les yeux, et qu'on les laisse s'exprimer. Non, mais ça, c'est une réalité aussi. Non, mais je la voilà. Donc ça aussi, ça fait partie des rouages de la démocratie, donc. Ouais. Alors, je suis d'accord. C'est constitutionnel aussi le droit de grève. Hein. On va se chiffonner dans un instant avec la réforme des retraites justement. Et Jimmy en a parlé. Évidemment, on essaye un petit peu de faire plaisir, notamment à quelques groupes comme les LR, avec la réforme des retraites. Et cet exemple est bien donné puisque on parle maintenant d'un départ à la retraite à l'âge de 64 ans, alors que Emmanuel Macron était plus penché sur les 65 ans. Et est-il encore le maître des horloges ? C'est la question qu'on vous pose puisque ça devait être présenté hier, le projet de loi, et finalement ça a été repoussé au 10 janvier. Il s'accorde le temps, peut-être, peut-être des fins d'année, des fêtes de fin d'année, peut-être aussi du foot, etc. On en reparle dans un instant, mais on parlera juste auparavant, dans un instant, de Farid El Hari. Sacrée histoire, c'est le 12e homme a été reconnu, à qui on a enlevé donc la condamnation depuis 1945. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2. Audrey Pronosti, journaliste, monsieur Aminsa, élu local à La Courneuve, monsieur Jimmy Dalidou, conducteur de train à la SNCF. Et vice-président de l'association des élus de France, mon cher Christophe. Oui, pour Aminsa. Et Jimmy Dalidou, auteur, analyste politique, syndicaliste, voilà. Et Jimmy. plein de choses. Plein de choses, mon Jimmy. Hein ? Et TikToker. Oui. Rappelons ton compte TikTok. Le Doberman sur TikTok pour ceux que ça intéresse. Le Doberman. Et Aminsa aussi, vous pouvez le retrouver sur TikTok. Alors moi, c'est Aminsa. Ouais. Bon, combien de followers toi ? Je sais plus, je dois être pas loin de 7000, je crois. Comme ça. Et toi, Jimmy ? Je suis un peu plus de 5000, un truc comme ça. Ah ouais, vous êtes des petits joueurs. Non, mais c'est quoi ces critères qui déterminent t'as combien de followers ? Je suis désolé, sur TikTok, c'est important. Alors, justement, sur TikTok, c'est le moins important même. Si, parce que tu peux avoir beaucoup de followers, mais c'est pas une vraie communauté, du coup, t'as très peu de réactions sur ce que tu publies. Et à l'inverse, moi, par exemple, j'en ai pas beaucoup, mais par contre, j'ai plus de réactions que certains comptes qui ont plus de followers. T'as fait des vidéos à combien de vues ? C'est vrai. J'ai fait 100 000, je crois. Ah ouais ? Ouais. Donc t'es rémunéré ? Non, parce que justement, là, il y a un truc, c'est que pour être rémunéré, il faut avoir plus de 10 000 followers. Donc tu vois, c'est une espèce de... Je pense que automatiquement, quand tu dépasses les 10 000 followers, t'es un peu shadowban, et du coup, t'as moins de visibilité. D'accord. Je pense que c'est l'algorithme TikTok qui doit fonctionner comme ça. Il faut qu'on parle de cette affaire. C'est la 12e fois qu'un tel cas se produit, messieurs. Depuis la fin de la dernière guerre, depuis 1945, la Cour de révision a annulé ce matin la condamnation pour viol et agression sexuelle sur mineur de Farid El Hari. Cet homme avait été mis en cause en 1998 par une jeune fille de 15 ans. Il a fait de la prison ferme. Ce qui a convaincu la justice, c'est que l'accusatrice est revenue sur ses déclarations. Elle a avoué elle-même avoir menti. Et cela, elle a fait ses aveux 19 ans après les faits. Jugé coupable et condamné en décembre 2003. Donc il a été condamné à 5 ans de prison, dont 4 ans et 2 mois avec sursis. Il avait toujours clamé son innocence et coup de théâtre, donc en 2017, son accusatrice a reconnu avoir menti dans une lettre envoyée au procureur de la République de Douai. Elle y indiquait en réalité avoir été violée dans son enfance par son grand frère, contre qui elle avait fini par poser plainte contre lui, évidemment. Donc c'est une procédure en révision qui avait été enclenchée et aujourd'hui, donc par cet arrêt de la Cour de révision,
Farid El Amri est pu considérer comme coupable, mais il a indiqué ce matin vouloir déposer plainte pour dénonciation calomnieuse contre son accusatrice et demander une réparation à l'État compte tenu du lourd préjudice qu'il a subi, évidemment. Qu'est-ce que ça vous évoque, cette affaire Tiens, Audrey. Ouais, moi, ce qui m'évoque dans cette affaire, c'est évidemment l'injustice, ça c'est sûr, mais cette affaire, d'après ce que j'ai compris, il ne va pas avoir de nouveau procès. Et à partir de là, on a annulé sa condamnation, donc c'est terminé. Non, mais il y a eu révision, certes, mais il n'y aura pas de nouveau procès qui, pour lui, qui indique le fait qu'il est innocent, en fait. Et mine de rien, c'est quand même important pour la personne qui est innocente, justement. Ce qu'il demandait, c'était l'annulation de sa condamnation. C'est obtenu, voilà. Oui, mais c'est pas pareil pour quelqu'un qui est innocent, sincèrement. Quelqu'un qui est innocent, qui a été reconnu innocent, c'est pas pareil quand il y a un nouveau procès. Et sincèrement, hein, c'est pas du tout la même chose. Donc après, en ce qui concerne le fait que la jeune fille a menti, je me dis peut-être que après je cherche pas à lui trouver des excuses, mais je me dis que peut-être il y a eu des pressions et que entre-temps elle a grandi, elle a mûri et de toute façon si elle a avoué c'est qu'il y a des raisons. Après elle les a dit les raisons. En fait, elle a été violée par son grand frère et c'était pour masquer évidemment qu'elle avait accusé Farid El Amri. À l'époque, mais sauf que le mec il a quand même fait de la prison, ça a été depuis 20 ans l'enfer pour lui. Je veux dire, sincèrement, la libération de la parole, c'est très bien, mais bon, ça peut aussi engendrer des cas comme celui-ci. Oui, c'est vrai qu'il y en a qui peuvent abuser, de se dire, bon, c'est déjà arrivé, donc bien évidemment, mais de toute façon, des menteurs, il y en a partout. Et c'est vrai que, alors, cette histoire peut nous montrer que parfois, ceux qui sont accusés, il faut... quand il y a des enquêtes, en fait, il faut pas obligatoirement faire une enquête à charge et que justement la personne qui est accusée, elle n'est pas forcément coupable. Donc c'est ça doit en tout cas donner des leçons. Mais bon, moi je suis pas enquêteur, donc voilà. Ouais. Abdel nous appelle au 01 40 33 9000 pour nous donner son avis là-dessus. Abdel. Oui, je suis d'accord avec la dame qui parle parce que tu vois, pour moi. Certes, il y a une dame qui a dit quelque chose de pas vrai, mais c'est la justice qui est la plus responsable. Pourquoi ? Parce que la police, elle doit faire une enquête à décharge et à charge. Mais le problème de la justice française, surtout quand c'est un arabe, ils font toujours à charge. Parce que si la police ou la gendarmerie, après une accusation comme ça, il y en a plein des fausses accusations, faisait une vraie enquête à décharge, ils l'auraient innocenté. Mais c'est pas ce qu'ils font. Oui, mais... Excusez-moi, mais au-delà de ce que vous venez de dire, il y a aussi le fait que ça reste quand même une atteinte, c'est une violence sexuelle, c'est une agression sexuelle. D'accord, mais il faut la prouver après. Voilà, et donc on peut pas le prendre, on est obligé de le prendre au sérieux. Mais par contre, effectivement, je redis ce que je disais, il faut que les enquêteurs fassent des enquêtes à charge et à décharge. Ouais, c'est ce que dit Abdel. Ouais. Merci Abdel pour ce petit propos. Amine. Écoute, c'est simple. Moi, on peut comprendre finalement pourquoi elle a accusé cet homme et pas son frère, parce que sans doute il y avait la pression familiale, il y avait plein de et je pense qu'elle a fini par reconnaître son erreur en revenant sur ces accusations, ce qui a permis par ailleurs d'annuler la condamnation de ce monsieur. Mais je crois que là où il faut que l'on soit vigilant, c'est au niveau de la justice. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut des dispositifs, justement, ça a été dit à l'instant, d'abord pour qu'il y ait des enquêtes à décharge systématiquement, parce que d'ailleurs c'est même l'enquête à décharge qui démarre avant l'enquête à charge, sauf que là il y a eu une enquête à charge visiblement, il y a tout un tas de je vais pas rentrer dans le détail, mais vous pouvez retrouver ça dans les différents articles, il y a tout un tas de sujets sur lesquels il y avait quand même un peu de flou, et si l'enquête avait été menée avec un peu plus de rigueur, je pense que ça aurait permis sans doute d'éviter cette condamnation, ou au moins ce niveau de condamnation, et peut-être de retrouver tout de suite
d'orienter tout de suite l'enquête vers le véritable coupable. Donc après, est-ce qu'il y a derrière ça, de la part de la police, de la gendarmerie, en tout cas des enquêteurs responsables, une forme de discrimination dans la manière de mener tu répondras à cette question dans un instant. Pourquoi pas, mais avec Jimmy aussi. Je reste réservé là-dessus. Qui a son avis à donner et on va évidemment parler de la réforme des retraites. Tout de suite, il y a encore de la pub. Le capitalisme nous a frappé, mon cher Jimmy. Oh là. Sur France Maghreb 2, il y a plainte de Amin Saha. Il me dit à chaque fois que je veux parler, il y a la pub. Ouais, je suis censuré par le capitalisme. Voilà, c'est ça. Tu voulais juste rajouter un mot par rapport au fait de l'auditeur qui disait c'est de la... Non, mais en plus, on en parlait à l'instant, c'est déjà... on se réjouit tous de la libération de la parole de la femme, mais il ne faut pas que ça entraîne de l'autre côté des dérives comme celle-là. Et puis, je rappelle quand même que... Et moi, ça m'a touché, puisque... il a réagi au micro de France Info, je crois, ce monsieur, en expliquant qu'il s'est beaucoup battu pour obtenir cette annulation, parce qu'il voulait que ses parents, qui sont aujourd'hui très malades, puissent voir avant de partir que leur fils était bien innocent. Même si ils en avaient quand même, ils en étaient persuadés, bien évidemment. Ouais. Jimmy. Oui, alors, vous savez, ce sujet-là est particulièrement compliqué. Et je suis d'accord avec Amine et Audrey dans le sens où la justice elle est responsable. On constate qu'il y a une carence de fonctionnement au niveau de la justice. Le problème qui se pose, c'est qu'effectivement, lorsqu'il y a une violence, évidemment, quand il y a une violence faite contre une femme, évidemment, ça doit être condamné avec les plus grandes fermetés. Mais toutes les violences doivent être condamnées. C'est-à-dire que, vous savez, la violence, elle n'est pas. Vous savez bien que la violence, elle n'est pas seulement physique et spectaculaire. Elle est aussi mentale, sociale. Oui, donc concrètement, non mais voilà, demain, si une femme qui a malheureusement, ça existe, hein, il faut arrêter d'être tombé dans ce piège de l'idéalisme vulgaire. Admettons que vous ayez en face de vous une femme qui a des mauvaises intentions face à vous. Elle dépose une fausse plainte. Et elle baratine contre vous. Est-ce que la justice, est-ce que les rouages de fonctionnement de la justice permettent de faire la lumière sur de faire la lumière à ce niveau-là? Et malheureusement, il y a le problème, c'est que comme le disait Amine, il faut que toutes les violences soient condamnées. C'est-à-dire qu'il y a la violence des hommes sur les femmes, effectivement, qui doivent être condamnées avec les plus grandes fermetés. Mais lorsque vous avez des femmes qui font preuve d'une violence contre les hommes, violence mentale par exemple, et qui pose de fausses déclarations, mais il faut que ça soit condamné aussi. Bien sûr, évidemment, parce que ça engendre des conséquences terribles derrière. Voilà. Bon, il est vrai quand même que les violences commises par les hommes sont quand même largement majoritaires. On va pas se mentir, hein. D'accord. Bien sûr. Bon, et quoi qu'il arrive, cette libération de la parole a permis quand même à ce que des hommes soient condamnés, qu'ils aient tapé leurs femmes, qu'ils les violé, parce qu'on rappelle quand même qu'on a beau être marié, si la femme dit non, par exemple, ça s'appelle du viol. Donc voilà, c'est très important de le rappeler, évidemment. Ceci étant, voilà, c'est une affaire quand même qui a duré des années, et l'accusatrice donc qui s'est rétractée. Et rappelez quand même que la justice ne revient que très 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 rarement sur sa décision. Les procès en révision sont extrêmement rares. Enfin, en tout cas, les annulations de condamnation sont extrêmement rares. Ouais, c'est le 12e. C'est le 12e depuis 1945. Voilà, depuis l'histoire de l'institution judiciaire en France. 12e, c'est pas beaucoup. La 5e République. Voilà. Kamel est avec nous, il nous appelle de Montreuil. Salut mon Kamel. Oui, bonjour Christophe, comment ça va? Ça fait longtemps que j'ai pas écouté l'émission, hein. Désolé. Hein. Bah ça c'est pas bien mon Kamel. Je fais mon mea culpa. Bah oui, fais-le. Mais toi, je non, dis mais pardon. Moi, je m'attendais à que ça parle de BRICS, je m'attendais à que ça parle de géopolitique. Non, on parle pas de... Ça dépend, pas tous les jours. C'est resté 1 heure sur des sujets sur le 49.3. Je veux que ça bouge dans l'émission, là. Ça dort un peu, là, non? Mais ça dépend. Mais après, si on parle trop de BRICS, de géopolitique, on se fâche après. Ça parle de TikTok, ça parle de... Ouais, Kamel, vas-y, remets de l'ordre dans l'émission. Tu trouves qu'ils dorment? Ah, ça dort, ça dort. Ouais, ça dort. Pour le BRICS, est-ce que l'Algérie va intégrer le BRICS? Oui, Inch'Allah. Des infos qui entrent comme ça, nous. Ça va se décider au mois de janvier, oui, mais c'est sûr, ils vont intégrer les BRICS et ça va... Et ça va quoi? Ça va changer la configuration mondiale. Exactement. Et ça va se décider en Afrique du Sud. Le nouveau monde se dessine, amorcé par l'Algérie, entre autres. L'Algérie, la Chine, l'Iran, l'Inde. Voilà. Le bloc du nouveau monde. La Russie. Je voudrais apporter mon soutien à Katnins, là. Ah ouais? Ah ouais. Bon, sa femme, elle lui a ruiné sa carrière politique pour une gifle. Bon, c'est vrai que c'est important une gifle, mais
dans un couple, il y a toujours tout n'est pas rose. Hein. Oui. Vraiment, on connaissait rappelons que c'est pas bien quand même. Des gens, on tomberait de haut. Non, mais... Kamel, c'est pas bien la gifle. Deuxièmement, attendez, oui, deuxièmement, je fais pas l'avocat du diable. Je dis qu'elle l'a racketté et on connaît pas vraiment la vérité sur cette histoire. Mais on lui a fait un acharnement médiatique, c'est terrible. On peut pas connaître toute la vérité, c'est clair. Mais en tout cas, un homme, ça reste un homme. Une femme, elle demande un homme dur. Quand on est trop dur, ça va pas. Et quand on est romantique, on est une femmelette. Faut savoir ce que vous voulez. On peut être quelque part entre les deux, quand même. Kamel, si je puis sans être violent. Hey, Kamel, t'es drôle, toi. T'es un bon, Kamel. Il faut pas être misogyne. Mais demander à un homme d'être. Non mais Kamel, arrête ton délire. La claque, c'est jamais un bon argument. Tu sais, la violence, c'est le refuge des incompétents, mon Kamel. Non mais Kamel, si je peux me permettre juste une chose. Allez, on donne la parole à Audrey. On la graille à la maison. Ah bon? Avant, la femme elle travaillait pas, c'était un moyen de pression. Ouh là là là. Maintenant que la femme est devenue indépendante. Eh, tu viens de quel siècle, Kamel? Ah, tu vas te faire shooter là, Kamel. Tu vas te faire shooter, toi, t'es fou, Kamel. Juste une chose, je voudrais juste rebondir par rapport à ce que vous disiez. Et alors, rien à voir avec, sincèrement, je veux pas vous manquer de respect, mais c'est des bêtises que vous venez de dire. Par contre, vous voulez parler d'Adrien Quatennens. Sincèrement, il a eu une condamnation et c'est un homme politique. Donc, c'est symbolique. Et clairement, vous parlez du fait que c'est pas grave. Ça se discute. Je vous le dis honnêtement, une claque. Il n'y a pas de claque à avoir, que ce soit du côté d'une femme ou du côté d'un homme. Je vous le dis tout de suite, dès qu'il y a une violence. Maintenant, je vous le dis. Écoute, Kamel. Et commence par écouter. Non, mais je voudrais terminer, s'il vous plaît, monsieur. Commence par écouter Audrey. Il a été condamné. Maintenant, c'est un homme politique. Et ce qu'il devrait faire, c'est soit démissionner ou alors remettre sa candidature en jeu, mais d'un point de vue démocratique, c'est pas du tout exemplaire déjà. Et même si c'était pas un homme politique, il a été condamné. Point barre. Enfin, je sais pas, j'hallucine là. Bon, ouais, Kamel, tu t'es fait engueuler. Tant pis, j'ai rien pu faire pour toi là, mon vieux. Hein. Merci beaucoup, mon Kamel, de Montreuil. Alors, en même temps, tu l'as bien cherché. Hein. Excusez-moi, vous m'avez entendu. Du coup, qu'est-ce qu'on fait? On réagit sur Quatennens, c'est ça? Non, c'est bon. Et Quatennens, on va l'écouter tout à l'heure dans le ping, t'inquiète pas. Quatennens, il va revenir dans quelques mois en plus. Bah oui, bien sûr. Il faut qu'il se passe de lui. Je vous cache rien, vous m'avez entendu dire abrutis parce qu'en fait, je décroche mon téléphone et c'est une dame qui veut me vendre des trucs commerciaux, hein, évidemment. Et elle me dit bonjour madame. Est-ce que j'ai une boîte dame? Abruti, va. Bon, allez, on parle de la réforme des retraites. On va en parler dans un instant. J'ai une petite pub VIP à passer là. Et puis on parle dans un instant de la réforme des retraites. Pourquoi? Parce que elle devait commencer hier, cette réforme des retraites, dans les discussions évidemment, ce projet de loi, pour une adoption d'ici l'été. C'est un peu le pari que s'est fixé le gouvernement et le président de la République. Sauf qu'il nous a annoncé en début de semaine que c'était repoussé au 10 janvier, se laissant un petit peu le temps de la réflexion et du dialogue, dit-il. Est-ce qu'il est véritablement le maître des horloges? Et j'imagine que le 49.3 va être aussi d'usage dans cette affaire des réformes des retraites. Il pourra d'ailleurs le faire. On en reparle tout de suite avec Jimmy Dalido, qui a beaucoup de choses à nous dire là-dessus, avec Kaminsa aussi, avec Audrey. I'm free. Jimmy, hein. Hop. Ça y est déjà? Ouais. Petit peu banque populaire, terminé. Alors, la réforme des retraites, initialement, c'était 65 ans, évidemment, jusqu'à il n'y a pas longtemps. Et c'est une manœuvre, peut-être aussi de la Macronie, d'essayer de rallier auprès de lui les LR, ou en tout cas une partie des LR qui ne serait pas contre les 64 ans. Du coup, bah, on a abaissé donc à 64 ans. Est-ce que ça va permettre de pouvoir, à la Macronie, de pouvoir faire passer ça beaucoup plus tranquillement, Jimmy? Comment tu vois les choses? Oui, alors, d'abord, sur la retraite en elle-même, faut bien... Très impopulaire, rappelons-le. Hein. Ouais, très impopulaire. Faut bien s'assimiler cette réalité qu'en fait, on est actuellement dans un système à prestations définies. Avec cette retraite... les prestations seront plus définies du tout. En fait, les cotisations seront définies, mais pas les prestations. C'est quand concrètement, vous savez le nombre de points que vous allez cumuler, mais ça, vous savez pas ce que vous allez toucher en pension. Pour la simple et bonne raison que vous avez cumulé des points, et les points seront conditionnés, déterminés par ce qu'on appelle une des valeurs de service. Le problème qui se pose,
c'est que cette valeur de service sera calculée, etc., blablabli, blablabla, par des têtes pensantes qui, soi-disant, sont plus intelligents que nous, et qui vont calculer pour valeur de service qui serait égale, et sur la base de certains éléments, notamment le PIB. Ils vont prendre en considération le PIB, d'une manière générale, la situation économique et sociale du pays, votre soi-disant le fait que la vie sera allongerait, etc. Je reste au conditionnel parce que je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Déjà, ça reste à prouver. Et de plus, quand vous travaillez sur des chantiers, vous vivez pas forcément plus longtemps. Bref, donc au bout de votre carrière, vous allez cumuler un certain nombre de points. Et à la fin de votre carrière, ces points seront liquidés. C'est-à-dire que ces points cumulés vont ouvrir un droit à la retraite. Mais sur la base de cette valeur de service et sur la base de son calcul PIB, situation économique et sociale. Donc concrètement, ils vont prendre aussi en considération toutes vos années, tous vos revenus. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, actuellement, pour partir à la retraite, il vous faut 62 ans, en plus d'avoir cotisé 72 trimestres. Concrètement, actuellement, si vous avez 172, c'est ce que j'ai dit, ouais. 172. Actuellement, si vous avez 62 ans, et que vous avez 172 fois 3 mois travaillés, concrètement, vous pouvez partir à la retraite avec un taux plein. Et donc, le problème qui se pose... Ce qui est quasi impossible aujourd'hui. Hein. Non, mais ça arrive, ça arrive. Il y a des personnes qui partent avec 172 trimestres et de plus en plus tard, Jimmy. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à la retraite à points, c'est-à-dire les points qui seront cumulés, ils vont, dans leur calcul, en plus de ce facteur valeur de service, etc., c'est toute votre carrière qui sera prise en considération et ils vont prendre en considération vos moins bonnes années. C'est-à-dire qu'ils vont prendre en considération les moments où vous avez le moins touché d'argent pendant que vous avez travaillé. C'est-à-dire les CDD, les petits salaires, etc., ce qui va mécaniquement abaisser vos pensions de retraite. Ouais. Donc c'est une grosse arnaque cette retraite à points. Il faudrait donc, pour revenir à ta question, le gouvernement veut passer en force pour 2 raisons. Notamment, il y a les multinationales qui attendent à la porte parce qu'ils ont besoin, c'est ce qu'a dit le MEDEF, hein, ils ont besoin de développer ce qu'on appelle les retraites privées. La retraite privée, les retraites complémentaires. Les agences de retraite complémentaires privées attendent à la porte parce qu'elles ont très bien compris que la retraite à points ne permettra pas, on vient de le dire, baisse mécanique des pensions de retraite par les différents facteurs objectifs qu'on a mis en exergue. Ils savent très bien, les multinationales savent très bien que la plupart des Français n'auront pas une pension de retraite convenable. Donc ils vont s'orienter vers les retraites privées complémentaires. Les multinationales vont spéculer. Et donc Macron, là, en gagnant du temps, il nous dit, je veux plus de discussions, etc. Donc je recule au mois de janvier. Mais la retraite à points, c'est pas un projet nouveau. Non, mais ça fait longtemps qu'ils nous écoutent pas. Au-delà de tout ça, mon Jimmy, et je crois que Camille et Audrey sont d'accord avec moi, il n'y a pas urgence en la demeure de faire cette réforme des retraites. Les caisses sont loin d'être vides, Amine, non ? D'abord, tu as raison de le rappeler. D'abord, il n'y a pas péril sur notre système de retraite. Ouais. Donc, à la fois, toutes les études le prouvent et le comité d'orientation des retraites, dans son dernier rapport, l'explique très clairement en disant qu'il n'y a pas à ce jour de péril imminent. Il n'y en a même pas à l'horizon dans 25 ans, pardon. Et donc, ça veut dire que cette réforme, finalement... on peut se poser la question à quoi elle va servir. Pourquoi absolument vouloir la faire? Alors moi j'ai ma petite idée. Je pense qu'il y a une volonté de la part d'Emmanuel Macron de rentrer dans les standards bruxellois. Voilà, c'est ça la véritable raison. Il n'y en a pas. Je pense que c'est ce qu'on lui a demandé, c'est ce qu'on lui demande d'ailleurs. Donc c'est un exécutant de Bruxelles ne s'en cache pas du tout. Donc il y a je pense que c'est la seule véritable raison. D'ailleurs, sur le niveau de l'âge de départ, alors ce qui a été annoncé, 65 ans au départ, en réalité, depuis le début, ce que voulait Emmanuel Macron, d'ailleurs c'est ce qu'il a annoncé lors de sa campagne présidentielle, c'était 64. Revenir à proposer 65, c'était juste partir de très haut pour ensuite donner l'impression, notamment aux Républicains, qu'il y a un certain compromis qui est fait pour redescendre à 64. Donc simplement. Depuis le départ, l'objectif c'est 64 ans. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Ensuite, là où il va avoir un problème, le président de la République et la majorité présidentielle, c'est de faire passer cette loi. D'abord parce que il y a un certain nombre de groupes très importants qui ont clairement montré leur opposition à ce texte-là. Quasi tous.
Et puis, quasi tous. Et puis, les Républicains qui auraient pu servir de variable d'ajustement dans le dispositif du président de la République, qui sont aujourd'hui un peu scindés en deux avec l'élection d'Éric Ciotti à leur tête. Sans doute que ça explique un petit peu pourquoi le président de la République veut repousser la réforme au mois prochain, parce que je pense qu'il veut attendre de voir comment tout ça se stabilise d'un point de vue électoral. Sûrement, il y a des deals, il y a des gens qui vont rejoindre la Macronie ou pas. Et puis, enfin, je pense qu'il y a aussi un peu d'ego derrière tout ça. C'est-à-dire que le président de la République, il a comme objectif de réussir là où tous ses prédécesseurs se sont un peu cassés la gueule. Parce que tous les présidents, que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, qui l'ont précédé, ont voulu s'attaquer à la réforme de retraite. Tous ont échoué. Et donc, je crois qu'il y a une forme d'ego de sa part, de dire là où les autres ont échoué, moi, je réussirai. Il prend en compte, Audrey, il prend en compte aussi la pénibilité, nous dit-on. Apparemment, la pénibilité très peu, à la marge. En compte un peu plus que prévu. C'est ce qu'on essaie de nous vendre, en tout cas. Donc, ça deal, pour faire résumé de ce que dit Amine, c'est en train de dealer. Et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron veut rester, ou tente de rester, le maître des horloges, Audrey. Mais est-ce que ça va marcher ? Oui, mais je suis pas convaincue que ça marche, en tout cas durant son mandat. Je suis d'accord et avec Amine et avec Jimmy. Alors, Jimmy, quand il parle du fait que il y aurait possibilité d'arriver vers des retraites privées, oui, je pense que, en tout cas, ça serait un argument pour faire peur aux Français d'arriver, en tout cas, au système à l'américaine. Donc, ça, je suis d'accord avec toi, Jimmy. Et Amine, quand tu expliques qu'en fait, eh bien, Macron a l'ego, mais ça, on le sait très bien. Il veut laisser une trace. Et le fait de vouloir rallier une partie des LR, c'est pas compliqué à comprendre. Il n'a pas suffisamment, en tout cas, il n'a pas la majorité. Donc, si c'est pour ça qu'il essaie de gratter quelques LR compatibles, on va dire. Voilà. Le mode de financement de notre système de retraite est aujourd'hui viable. Là où il y a des efforts à faire, c'est sur la pénibilité, tu l'as dit. Il va le tenter. Et c'est sur la fin des régimes spéciaux, notamment. Alors, on a Anis qui est avec nous, 01 40 33 9000. Anis, tu es d'accord avec ça ? En fait, Macron n'est qu'un exécutant de Bruxelles ? Oui, bonjour Christophe, merci de m'accueillir. Bonjour à tous. Bonjour Anis. Écoutez, oui, ça va de soi, Christophe. Emmanuel Macron, on peut pas lui en vouloir du fait qu'il n'est que le gouverneur de la province France, qui dépend directement de la Commission européenne pour ce qui est de sa politique économique et de la BCE concernant sa politique monétaire, sans parler de la politique étrangère. La France a fini d'intégrer le commandement intégré de l'OTAN, donc par conséquent, il suffit simplement d'avoir une analyse assez simple pour essayer de comprendre dans quelle situation nous sommes. Et effectivement, la réforme de retraite aura lieu puisque c'est une demande de Bruxelles dans le cadre des grandes c'est une injonction. Voilà, c'est une injonction. N'ayons pas peur des mots. Hein. C'est une injonction bruxelloise, non seulement pour la France, mais également pour les autres pays européens, à travers ce qu'on appelle les GOP, les grandes orientations politiques et économiques qui sont fixées par la Commission européenne chaque année. C'est un système assez vicieux parce qu'on demande à chaque État membre de faire des propositions pour réformer leur retraite en allant dans le sens de ce qu'attend le bureau, le politburo bruxellois, et puis ensuite c'est entériné comme étant une décision. Alors c'est toujours sous forme de recommandation, bien entendu, hein, c'est jamais de façon brutale, mais... Anis, j'en profite que tu es là parce que je te sais averti, mon cher Anis, il y a quand même un truc extrêmement grave que les gens n'ont pas vu venir, c'est qu'on a vendu aux Américains l'entretien des centrales nucléaires. Tout à fait, mais... et ça c'est gravissime. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils nous tiennent par ce que vous voulez, mais ils nous tiennent en tout cas. Tout à fait, souvenez-vous également d'Alstom. Non mais là, plus que jamais, c'est-à-dire que les centrales nucléaires, l'entretien des centrales, c'est les Américains maintenant. C'est General Motors. Ah, tout à fait, c'est-à-dire ce qu'on leur avait appris. Souvenez-vous également d'Alstom qui a été revendu à la découpe aux Américains. Et aujourd'hui, le marché américain a besoin de sacrifier son, entre guillemets, avec de gros guillemets, partenaire européen. D'ailleurs, il faut regarder l'origine de la construction européenne, hein, qui n'était pas du tout, dont le but n'était pas du tout de contrebalancer la puissance américaine, enfin tout le baratin. Elle va imploser cette Union européenne, selon toi, Nice, ou pas ? Il y a aucun doute, puisqu'aujourd'hui, vous voyez bien que il y a une volonté de mettre au pas la population, hein, puisqu'il y a
les Américains, compte tenu de ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, qui était largement prévisible depuis des années, au moins depuis Brzezinski, hein, qui avait dans le grand échiquier prévu enfin, la doctrine de la politique étrangère américaine était de priver les Russes de l'Ukraine et entre autres avoir accès aux mers chaudes, etc. Donc on voit bien aujourd'hui que le marché américain a besoin de sacrifier ses partenaires européens pour pouvoir continuer de bénéficier des comment dirais-je, en termes d'avancée économique, quels que soient les domaines, que ce soit le domaine économique, politique, alors bien entendu énergétique. Les Américains aujourd'hui n'ont aucun problème d'approvisionnement. Il n'y a que les Européens qui en payent le prix fort. Et souvenez-vous d'ailleurs des accords de Marrakech, où Emmanuel Macron a mis les premières briques à un partage éventuel, y compris du siège permanent du Conseil de sécurité, puisque de toute façon, puisque c'est un pays qui perd petit à petit tout ce qui fait sa souveraineté. Sa souveraineté, dans le cadre européen, la France sera obligée de partager à la fois son siège au Conseil de sécurité, sa force de frappe nucléaire, etc., etc. Moi, ce que je voudrais dire, c'est que donc un peu la France, si j'en crois un peu tes propos à Nice, et j'ai pas de raison d'en douter, la France n'est plus indépendante économiquement, énergétiquement. Écoutez, Christophe, ça ne fait absolument aucun doute. Voilà. Ça ne fait absolument aucun doute. Militairement. Et militairement aussi, bien sûr, militairement aussi. Voilà, qui pose bien des questions. Merci beaucoup, Anis. Merci beaucoup en tout cas pour ton intervention. Excellente intervention comme d'habitude. Merci, mon Anis. Et à bientôt. Ouais, oui, Jimmy. Ouais, alors trois choses importantes. One, two, three. Viva l'Algérie, mon One, two, three, viva l'Algérie, évidemment. Voilà. La première chose, c'est que les directives, rappelons quand même, c'est important de rappeler que les directives européennes ne sont pas c'est pas un conseil, hein. La Commission européenne et toutes ces instances, d'ailleurs qui ne sont pas élues, qui sont assez destructeurs, imposent des directives qui doivent être transposées dans les différents États. Et s'il n'y a pas de transposition de ces directives dans les États, il y a des punitions, il y a des plans d'ajustement structurel et tout un tas de trucs qui tombent. Donc ce ne sont pas des conseils. Donc effectivement, ce sont des directives, des obligations. Donc Macron n'est pas le maître des horloges, c'est un exécutant. C'est un exécutant de Bruxelles. Ensuite, deuxième chose, effectivement, on ne peut pas comprendre ce qui se passe au niveau national si on ne comprend pas ce qui se passe au niveau géopolitique. Ouais. Pourquoi ? Parce que l'Union européenne n'est rien de plus, Paris, Berlin ne sont rien de plus que les vassaux de Washington. Et Washington a très bien compris que dans le nouveau dessin mondial qui se profile, avec le bloc du Nouveau Monde à l'Est, que va rejoindre l'Algérie d'ailleurs, parce que l'Algérie a très bien compris le nouveau dessin géopolitique mondial, l'impérialisme nord-américain a très bien compris qu'il lui faut du fric, en fait. Et il a décidé de pulvériser sur l'autel du profit, il a décidé d'exporter un grand maximum de ses capitaux au sein de l'Union européenne, et il ne demande pas l'autorisation à Paris ou à Berlin. C'est Macron n'a rien obtenu à Washington, d'ailleurs. Il a rien quand il va à Washington, Macron... Bredouille, hein. Non, mais quand il va à Washington, c'est pour recevoir ses directives. Ensuite, le troisième élément sur la retraite. Parce qu'on a tout à l'heure, c'est important de rappeler sur la pénibilité. Oui. Ils n'ont pas pris en compte la pénibilité. Ça, c'est faux. Vous savez pourquoi ? Ils te disent qu'on a pris en compte la pénibilité. C'est très à la marge. Mais ça, c'est du baratin. Parce qu'on constate que dans tous les secteurs de production, que ce soit public ou privé, il y a une suppression des postes, il y a suppression du personnel, il y a aggravation des conditions de travail. Qu'est-ce qu'est un travail pénible ? Comment on définit la pénibilité ? Si vous avez... Moi, par exemple, je suis cheminot, je travaille sur les voies. Ça va. T'es conducteur, Jimmy, arrête. T'es conducteur, travaille pas sur les voies. Si vous me laissez développer, vous allez comprendre. Avant d'être conducteur, j'étais technicien du rail. Quand vous commencez à 21h30, que vous finissez à 6h du matin, 21h30, 6h, et qu'il fait -5, et que certains collègues passent sous des trains, parce que pendant que vous travaillez, il y a des trains qui roulent, et bien ça, c'est ce que j'appelle de la pénibilité. Ouais. Et dans le privé, c'est pareil. Moi, j'ai un copain qui travaille dans la logistique, il commence à 22h, il finit à 7h du matin, il a le dos cassé, ça c'est de la pénibilité. Oui, donc ça, il faut le prendre en considération, ils l'ont pas fait. Toute l'année, hiver comme été, en train de porter des sacs de ciment, des parpaings, ça c'est de la pénibilité aussi. Exactement. Et d'ailleurs, on ne prend pas en compte la pénibilité, notamment dans le droit du travail. Ouais.
trop peu. C'est pour ça que c'est difficile de la même manière de définir qu'est-ce qui est un travail pénible ou pas. Alors il faudrait qu'on se dote de critères, de paramètres pour le définir. Et là c'est assez vaste. Mais il y a déjà un certain nombre de spécialistes de la question qui y travaillent, qui ont fait des propositions. Mais sauf qu'aujourd'hui, on ne veut pas intégrer, ou en tout cas très à la marge, cette notion de la pénibilité, parce que tout simplement, ça risque d'engendrer un surcoût en fait. Tiens Audrey, maîtresse, est-ce que c'est un travail pénible ? Eh ben justement, j'attendais qu'Amine termine son intervention. Clairement, et il n'y a pas que le métier d'enseignant, mais c'est vrai que je pense qu'on peut classer ce métier comme un métier assez pénible. Maintenant, évidemment, je me permettrai pas de faire de comparaison comme le métier de Jimmy, parce que c'est bien de préciser ce genre de choses, parce que il y a beaucoup d'a priori. Je ferme la parenthèse. Ouais, ils passent plus de temps à la buvette que sur les rails, les mecs. Hein. C'est très drôle, Christophe. Très drôle. Je plaisante, ça va. Après, il y a aussi beaucoup d'a priori concernant le métier d'enseignant, parce que bon, malgré le fait que il y a parfois des incidents, les gens considèrent que c'est relativement facile, que les horaires c'est facile, mais il y a quand même du travail à la maison, et puis le quotidien n'est pas si simple que ça. Vous êtes en vacances tous les 6 semaines, faut déconner. Non, mais je termine juste que ça dépend de l'approche. Audrey, vous êtes en vacances toutes les 6 semaines. Non, tu ne peux pas considérer ce genre de choses. Alors dans ces cas-là, on va dire que les cheminots, ils ont aussi beaucoup de congés. Moi, je suis absolument pas d'accord avec cette façon de penser. Non, après, je suis d'accord avec Audrey. Enseignant, c'est ultra difficile. Il faut les préparer. Après, il y a d'autres métiers, parce qu'il faut pas oublier qu'il y a aussi les métiers comment ça s'appelle, l'animateur radio, c'est dur, c'est pénible de vous supporter tous les jours. Je vous le dis, moi. Moi, je devrais avoir une prime de pénibilité pour le coup. Une prime de risque. Une prime de risque, absolument. Non, mais il y a aussi ceux qui travaillent dans le milieu médical, que ce soit les médecins, que ce soit les infirmières, les aides-soignantes. Non, mais il y a de la pénibilité dans les brancardiers, tout ça, bien sûr. Travailler par essence, c'est quand même ce qu'on n'a pas précisé, et c'est ce qui m'y fait penser par rapport à l'intervention d'Amine, c'est qu'il y a aussi une forme de pénibilité lorsqu'il y a une pression psychologique de la part des employeurs envers. Alors, on y revient dans un instant. Il y a une hiérarchie, et ça, c'est réel. Il y a des gens qui se suicident. Je vous demande de vous arrêter. Merci, on se retrouve dans un instant pour la suite évidemment. Et on va parler foot les amis, 01 40 39 minutes, t'auras ton dernier mot mon Amine, je sais que t'as envie de dire un truc, je sens. Évidemment on parlera foot, évidemment on reviendra sur les incidents, sur le beau parcours du Maroc et la qualification pour la finale de l'équipe de France. À tout de suite. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Amine Sa, élu à la Courneuve, avec Jimmy Dalidou qui est conducteur de train à la SNCF, syndicaliste, auteur, analyste politique, et Audrey Pronesti qui est journaliste sur France Maghreb 2. Alors juste pour terminer sur la réforme des retraites, je crois qu'Amine tu voulais rajouter un petit mot. Oui, sur la question de la pénibilité, on évoquait notamment les enseignants. Moi je pense aussi que c'est un métier qui est pas simple, sauf pour les enseignants qui réutilisent les mêmes cours depuis des décennies, et du coup finalement ils préparent pas tant que ça en réalité. Ah oui, alors ça je suis d'accord, c'est vrai. Ah merde, c'est vrai, parce qu'il y a plein d'enseignants qui sont très novateurs, et puis t'en as qui réutilisent les mêmes cours depuis des siècles. Parlez pas en même temps. Bon, très bien, voilà, ça c'est fait, hop, c'est fait. Donc on va voir ça. En tout cas, on va certainement reparler. Mon Jimmy, on va voir de quoi commenter à partir du 10 janvier. Hein, à mon avis, ça va. Parce que sincèrement, on annonce depuis longtemps que cette réforme de retraite va faire descendre des syndicats. Enfin, pour le coup, tous les syndicats sont d'accord là. Tous les syndicats, on est tous d'accord. Même le MEDEF, pas le MEDEF, on est tous d'accord. On est tous d'accord pour être se mobiliser contre le gouvernement et contre cette retraite à points qui est inadmissible, insupportable. Est-ce que l'Assemblée nationale va faire que les Français vont travailler toujours? Est-ce que les Français vont suivre? Est-ce qu'ils vont descendre dans les rues? Est-ce que les travailleurs vont descendre? Les Français, non, ils sont résignés déjà. Bah voilà, c'est ça mon Jimmy. Ils vont quand même se bouger à ça concerne quand même leur retraite. Il faut quand même se souvenir qu'en 2019, les Français se sont quand même mobilisés. Après, il y a eu la crise sanitaire, donc ça a un peu cassé le mouvement. Il faut s'en souvenir. Tu parlais des gilets jaunes, évidemment. Sachant qu'au mois de janvier, on va avoir des augmentations
augmentation. Les réformes des retraites. Oui, oui, c'est vrai. Il y a aussi les augmentations de prix là, qui vont arriver, par exemple pour le carburant, fini les aides au 31 décembre. Surtout, ouais. L'augmentation du gaz et de l'électricité qui va rentrer en action, 10%, 15% supplémentaires pour l'électricité, pour le gaz, au mois de janvier. Et février, donc tout ça va rentrer en ligne de compte. Le SMIC qui va être à 1353 €. Ah, c'est bien ça, non? Oui, quelques euros de plus. C'est bien. Voilà. Une fois que vous avez payé votre loyer, votre électricité, vous n'avez plus de quoi bouffer. Il reste plus grand chose. Heureusement qu'il y a un truc, c'est-à-dire de gagner la Coupe du Monde 2 fois d'affilée, ce qui est, à mon sens, jamais arrivé, à moins que je me trompe. Jamais. Avec un même sélectionneur en plus. Didier Deschamps peut encore marquer l'histoire. D'ailleurs, vous avez remarqué, Macron, il a parlé de Baraka en parlant de Deschamps, en disant qu'il y avait une Baraka extraordinaire, ce qui est pas faux d'ailleurs. Le beau parcours. Pour l'Italie. Beau parcours. Quoi? L'Italie, elle est où? C'est pas arrivé. Non, c'est pas arrivé pour l'Italie, non. Je parle pas de ce tournoi. Pas 2 fois d'affilée, ma chère Audrey. Pas 2 fois d'affilée. Non. Voilà. Ah, ok. Voilà. Je parle de 2 fois d'affilée. C'est jamais arrivé dans l'histoire de la Coupe du Monde. Ce qui va être intéressant, c'est que l'Argentine et la France ont à leur actif 2 étoiles, donc ils vont se battre pour la 3e. Un autre match dans le match, Messi face à Mbappé. Voilà, ça va être pas mal non plus. 2 joueurs de l'excellente équipe, la meilleure au monde du PSG, bien sûr. Quoi qu'il arrive, il y aura un joueur du PSG qui aura la Coupe du Monde. Alors, 2 smicards. Non, pas vraiment. Non. C'est un SMIC très élevé. Alors. Il touche 1350 € net par mois. Par seconde. Par seconde. Ah oui, non, pardon, c'est par seconde. Oui, pardon. Par seconde. Alors, le beau parcours du Maroc aussi, on le rappelle. Comment vous avez trouvé ce match? Amine, comment tu l'as trouvé ce match? Franchement, les Marocains ont plus que résisté. Hein. Ah, ils ont plus que résisté. Ils n'ont pas abdiqué en tout cas. Dans le jeu, ils ont clairement fait mieux que ce qu'ils avaient pu faire, que ce soit face à l'Espagne ou le Portugal. C'est-à-dire qu'ils ont eu le ballon, je crois que c'était plus de 60% sur l'ensemble du match. Ils ont eu. Ce qui n'était jamais arrivé, je crois. Qui n'était jamais arrivé. Ils ont eu de beaux quarts d'heure. Ils ont eu plus de 13 tirs, dont la moitié de cadrés. Donc, clairement, il y avait de la place pour mettre des buts. Ouais. Sauf que je crois que le véritable stratège dans ce match, ça a été quand même Didier Deschamps qui avait, à mon avis, particulièrement observé les matchs précédents et qui a pris un peu à revers l'équipe du Maroc en laissant le ballon aux Marocains et du coup qui se très vite, n'étant pas dans le schéma habituel défensif avec ces 2 lignes très compactes qui coulissent dans leur camp, ça les a très vite un peu déstabilisés et je pense que le but pris dans les 5 premières minutes a clairement mis en difficulté en tout cas l'équipe du Maroc. Tu as raison parce que c'est vrai que c'est vraiment pas un schéma dans lequel le Maroc était habitué et c'est aussi le fait d'avoir pris un but, le Maroc n'a jamais été confronté à cela dans cette Coupe du Monde, c'est-à-dire d'être mené. Oui, il y a ça d'une part. Et puis, il y a aussi quand même, il faut le dire, il y a eu de nombreuses blessures, beaucoup de fatigue, parce que ils étaient vraiment carbonisés physiquement, même si on voyait bien qu'ils jouaient avec le cœur dans les dernières minutes, parce qu'il fallait finir ce match absolument. Et puis surtout, voilà, il y a les nombreuses blessures. Et puis, il y avait franchement, même s'il y a eu des individualités avec de grandes qualités, des joueurs avec de grandes qualités dans cette équipe, devant ça manque quand même encore un peu d'efficacité. Donc je pense que c'est sans doute c'est là où Regragui va devoir mettre le paquet pour aller recruter des joueurs plus percutants en attaque et plus efficaces dans les 16 mètres. Bon, Audrey, t'as regardé le match, qu'en as-tu pensé? T'es d'accord avec Amine? C'est-à-dire que la France a géré? Oui. À gérer? Oui, mais... Moi, j'ai même trouvé qu'elle avait levé le pied, limite. Hein, Non, mais je pense aussi qu'ils ont bien étudié les matchs du Maroc. Donc, il a bien fait son rôle d'entraîneur. Non, franchement, c'était une très, très bonne équipe. Le match, moi, personnellement, j'ai trouvé que c'était un très bon match, mais je suis pas aussi connaisseuse que vous. Je n'ai pas trouvé de grande qualité, moi, le match, personnellement. Alors... Par contre, en ce qui concerne, je voulais quand même donner raconter une petite histoire. Vous savez, j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment à la hauteur je parle des Marocains là par contre. Hein. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment à la hauteur du nom de leur équipe parce que je sais pas si vous savez pourquoi le roi est considéré le lion, pourquoi il est considéré comme le roi des animaux? Parce que c'est un animal qui est très très persévérant. Quand il part à la chasse, même s'il trouve pas ce qu'il a, il revient, mais il repart, il revient, il repart jusqu'à ce qu'il ait eu sa proie. Et ben moi, j'ai trouvé que ils ont vraiment été à l'image des lions, voilà. Et donc j'aurais aimé qu'ils gagnent, même si je suis française, mais en même temps, j'étais vraiment ravie
que la France gagne. Donc, je suis un peu dans la même position du coup que tout le monde, en tout cas ceux qui soutenaient à la fois les Marocains au début et puis la France, forcément on ne peut pas ne pas soutenir la France. Donc moi je pense qu'ils ont toutes les chances de gagner en fait. Alors vous pouvez nous appeler au 01 40 33 9000 évidemment pour nous dire ce que vous en avez pensé vous de ce match. Est-ce que vous pensez que c'est une victoire la gestion des champs qui est apparue hier, les joueurs qui ont un peu levé le pied, on sentait en tout cas que les Français attendaient et ne voulaient agir qu'en contre finalement face à cette équipe marocaine. Ils ont laissé faire le jeu, ça a été parfois dangereux, très dangereux même. Je pense à la fin de la première mi-temps et au tout début de la deuxième mi-temps, franchement c'était limite que le Maroc en mette un, voire deux. Jimmy, je veux pas te demander, t'as parlé des matchs, tu t'en fous. Voilà. Ouais, non, mais c'est important, j'ai quand même une petite analyse quand même, oui. par rapport à ce qui se passe autour du match quand même. Oui. Ouais. Non, mais c'est vrai que deux choses, encore une fois, c'est bien de réaffirmer que indépendamment du foot, ça prend la forme foot, c'est une question de culture en fait. C'est la culture, ça prend la forme foot, c'est important. Et effectivement, il faut conserver et développer les valeurs que véhicule le sport, notamment le foot et tous les autres sports et la culture en général. Et deuxième chose, moi j'aimerais bien franchement que l'unité qui se cristallise autour de ces matchs, genre que ce soit autour de l'équipe du Maroc ou autour de l'équipe de France, encore une fois, ça paraît peut-être un peu bateau, etc. Certains diront ouais, vous n'avez pas les mêmes intérêts. Pour moi, ça c'est des théories, des discours farfelus. Si on est capable de s'entendre, d'être unis tous fraternels à un moment pour un match de foot, c'est qu'à un moment on peut le faire pour autre chose. Moi, ce qui serait pas mal, c'est que cette unité qui se cristallise fonctionne à d'autres niveaux, qu'on le garde et qu'on le conserve et qu'on le développe. Jimmy, c'est moins coûteux d'aller voir un match de foot et d'aller partager un peu de joie que de faire un jour de grève. T'es d'accord ? Oui, mais en même temps, vous savez bien que ce qui met les gens dehors sur les Champs-Élysées par -2, c'est l'émotionnel. Ouais. Là, c'est la joie, mais l'émotionnel, c'est pas seulement de la joie. C'est aussi de l'espoir pour changer les choses. C'est aussi de la colère parfois. C'est toutes ces choses-là. Donc, si on peut le faire quand on est content par rapport à un match de foot, c'est qu'on peut le faire aussi pour autre chose. Alors, on peut aussi parler des débordements évidemment autour de cette rencontre. C'était craint d'ailleurs par l'exécutif. Darmanin avait annoncé un dispositif assez conséquent de policiers présents sur les Champs-Élysées à Paris, pas moins de 5000 policiers, 15 000 dans toute la France. Il y a eu des dégradations, alors quelques-unes aux Champs-Élysées, quelques interpellations, bon, rien de bien méchant, mais c'est surtout à Montpellier où j'ai envie qu'on s'arrête parce qu'il y a eu un drame, il y a eu un mort d'un jeune de 14 ans qui s'est fait rouler dessus par un chauffard. Qui avait visiblement, d'après l'info, un drapeau d'accroché à sa vitre. On a tenté de lui arracher son drapeau. Le mec, il a accéléré, il a foncé dans le tas, il a renversé et tué un gamin de 14 ans. Amine, c'est catastrophique ça. Ouais. C'est des images qu'on ne veut pas voir ça. Tu as eu raison de le rappeler. Globalement, hier soir, malgré tout ce qu'on nous prédisait, je ne sais pas si vous avez suivi, notamment sur une chaîne bien connue, CNews, on nous a prédit la guérilla, des affrontements armés, etc. Enfin, on a eu droit à tous les discours les plus alarmistes possibles. Globalement, et le ministre de l'Intérieur l'a rappelé devant la représentation nationale, globalement, les choses se sont quand même bien passées. Alors, il y avait un gros dispositif policier, certes, mais je pense que c'est normal à chaque fois qu'on a une prévision de mouvement. Qui va être également présent samedi pour la petite finale et dimanche pour la finale. C'est important, mais il faut rappeler quand même qu'il y a globalement très très peu d'interpellations, très très peu de faits délictuels relevés. Et puis, alors il y a cet événement qui gâche quand même la soirée à Montpellier. Alors moi, je ne vais pas commenter le fond parce qu'on ne sait pas véritablement ce qui s'est passé dans cette vidéo. On voit évidemment un véhicule avec un drapeau qui est arraché, ou en tout cas qu'on tente d'arracher. Je ne sais pas s'il y a des propos qui sont tenus de part et d'autre. En tout cas, on voit bien un véhicule qui prend la fuite très brusquement et qui, dans son élan, percute plusieurs personnes.
et écrase ce jeune garçon de 13 ou 14 ans qui était là. Et évidemment, c'est un drame. Même pas partie des gens qui arrachaient le drapeau. Un match de foot ne doit jamais se terminer. C'est pas acceptable que l'on puisse en arriver là aujourd'hui. Et une dernière chose, avant de te laisser la parole, Jimmy, rappelez quand même que dans certaines grandes villes de France, et ça a été rappelé notamment par des officiels, il y a eu des groupuscules identitaires cagoulés qui ont à Lyon notamment à Lyon, qui se sont organisés pour organiser la chasse aux Arabes, comme tu dis, mais notamment pour casser et laisser penser que ce sont des supporters marocains qui auraient organisé le vandalisme. Alors la police a arrêté une trentaine ou quarantaine d'individus d'ultra-droite qui s'apprêtaient à se rendre armés de couteaux donc aux Champs-Élysées. Donc voilà, l'ultra-droite aussi est présente. Et rappelons que l'extrême droite... Non mais toujours se rappeler que sous une cagoule, tout le monde, on peut trouver... Absolument. Jimmy, ne bouge pas. Tu vas prendre la parole dans un instant ainsi qu'avec Audrey au 01 40 30 39 000. On vous attend. Et puis le zapping aussi à suivre tout de suite. Les amis, j'ai dit une connerie, il faut que je la rectifie. Et je remercie DJ Nabil de m'avoir appelé pour rectifier cette info. J'ai dit tout à l'heure qu'aucune équipe n'avait réalisé 2 fois d'affilée la Coupe du Monde. Alors c'est faux. L'Italie l'a fait en 34 et en 38. Et le Brésil en 58 et en 62. Donc il y a 2 équipes. C'est avant le football moderne. Ça. Voilà. Bon, après, si tu veux jouer sur les mots, il n'y a pas de problème. Mais la vérité doit être rétablie. Le football a beaucoup changé entre l'ancienne version et la nouvelle version. Et merci à DJ Nabil de m'avoir rectifié. On en était où là? Sur les débordements, évidemment. Tiens, avant de parler avec Jimmy et Audrey, on a Karima qui nous appelle au téléphone. Bonjour Karima. Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Karima? Oui, ça va, merci. Vous nous appelez d'où, Karima? De Metz. De Metz? Il fait froid là-bas, hein. Ça caille. Hein. Ah, là, on a -4. Waouh. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Bon, on est pareil ici. Non, on a un peu moins quand même. Vous faites quoi dans la vie, Karima? Commercial. Commercial, d'accord. Alors, on vous écoute, Karima. Comment vous avez trouvé ce match? Par rapport au match, en fait, c'est 2 sentiments. En fait, si vous voulez, je suis contente et heureuse que la France ait gagné. Oui. J'aurais été fière que le Maroc gagne. C'est 2 sentiments, en fait. J'aurais un sentiment de fierté pour le Maroc et un sentiment de joie pour la France. Oui. Donc aujourd'hui, c'est quoi? C'est la joie qui domine? Oui, c'est la joie. Seulement, ce matin, j'ai appris pour la mort du jeune. Là, ça a tout gâché. Franchement, ça a gâché la fête. Ouais, c'est vrai, vous avez raison, Karima. Comment on peut en arriver à de tels drames pour un match de foot, quoi? La vidéo, elle est vraiment... Ça donne... C'est frustrant. Ouais, c'est terrible parce qu'on voit bien la voiture qui fonce. Hein. C'est horrible à voir, franchement. Je sais pas, mais franchement, ça m'a gâché ma journée ce matin. Ouais, on imagine en tout cas. Bon, en tout cas, vous allez soutenir les Bleus dimanche? Ah oui, bien sûr. Bon, et puis attendez, il y a le Maroc aussi qui va se battre pour la 3e place, hein, samedi. J'espère qu'ils auront la 3e place. Oui, face à la Croatie, ça va pas être facile non plus. Hein. Merci beaucoup, Karima, et bonne soirée à vous. Merci, bonne soirée à vous. Bon, alors mon Jimmy, les débordements là. Oui, alors 3 choses. Je dirais aux petits frères qui ont été les acteurs de ce fait divers. C'est un petit peu dommage parce que ce qui se passe, c'est que c'est vraiment pas. Je comprends qu'il y ait des émotions, etc. Mais c'est dommage parce que pour 2 choses. Ce genre de comportement ouvre la porte à des débats du genre. Je suis certain que vous allez voir que le RN, par exemple, va récupérer ce débat concernant ce qu'on appelle l'intégration et l'assimilation. Vous voyez, c'est les fameux débats identitaires farfelus et nauséabonds qui consistent à dire qu'une partie de la population française serait intégrée et non assimilée, et que, en se basant sur la culture, et que, intégrée et non assimilée, et que forcément, il pose un problème. Donc, ce genre, les petits frères qui ont été les acteurs de. Déjà, il y a un d'entre eux qui est mort, moi, j'étais très triste pour lui. Et donc, du coup, ça ouvre la porte à ces débats nauséabonds et débats qui vont être récupérés et mis en exergue par les forces d'extrême droite. Et c'est un peu dommage. Et 3e chose, important de dire quand même que les médias sont quand même responsables, les médias. Parce que vous savez, les masses médias en France se nourrissent de l'émotionnel comme un singe dans une usine de cacahuètes. Et ils sont toujours en train de faire de l'émotionnel tout le temps, parce que l'émotionnel, ça fait du chiffre. Donc à un moment, il faut qu'ils arrêtent leur délire.
Donc, à un moment, il faut qu'ils se calment, qu'ils fassent leur boulot de médias, de transmission des informations, et qu'ils arrêtent de se gaver d'émotions, de l'émotionnel pour se faire du chiffre. Parce que finalement, au final, autour de ces débats et cette Coupe du Monde, etc., bah, vous avez des jeunes, il avait 13 ans, 14 ans, bah oui, il est content, il est sorti dans la rue, certains étaient contents, d'autres pas contents, ils sont jeunes, ils sont en colère, ils ont beaucoup de dynamisme, beaucoup de fougue, et ça, on en arrive à avoir perdu un de nos petits frères. C'est vraiment dommage. Bah justement, Jimmy, comme Audrey, tu l'as très bien dit, les médias se nourrissent de l'émotionnel, mais l'émotionnel, c'est ce qui rapporte, donc ça ne changera pas. Donc, pour revenir à ce qui s'est passé à Montpellier, je voulais juste revenir sur ce que j'ai pu lire, et puis ce que tu disais tout à l'heure, Christophe. Je pense... Je peux me tromper parce qu'évidemment l'enquête est ouverte, je suis pas enquêtrice, donc mais il s'avère que quand tu vois la vidéo et que tu te dis, enfin moi je me mets à la place de la personne et si je vois une vingtaine de personnes qui arrivent sur moi, je pense pas que ce soit un chauffard, il a dû paniquer le gars, sincèrement. Après, malheureusement, et c'est pas malheureusement, c'est terrible, il y a un mort. Et c'est ça le souci. Je comprends ce que tu veux dire. Le mec a certainement paniqué. Après, on connaîtra les raisons lorsque ce monsieur sera interpellé, puisque je rappelle qu'il est toujours en fuite. On a retrouvé son véhicule abandonné quelques centaines de mètres après le drame, et que l'individu n'a toujours pas été interpellé. Alors moi, j'ai une autre version, mais je la garde pour moi. Qui est avec nous? Bonjour. Oui, bonjour Christophe. Bonjour, ton prénom? Moi, c'est Dada du Havre, là. Bon, alors qu'est-ce qui se passe? On t'écoute. Ouais, ça va. Bah écoute, je t'ai appelé mardi par rapport au match, là. Je t'avais dit que le Maroc, ils allaient perdre 2-3 euros. Tu m'as dit non, c'est pas possible. Tu te souviens ou pas? Ben non, je t'ai pas dit non, c'est pas possible. C'est pas moi, parce que moi aussi, j'avais pronostiqué 3-0. Donc c'est pas moi qui t'ai dit que c'était pas possible. Voilà, bah c'était juste pour dire que la France, ils ont gagné par rapport à l'expérience. Ouais, c'est vrai aussi. Ouais, c'est dommage pour le Maroc, hein. Mais malheureusement, c'était la dernière chance, là. Ah bah la dernière non, attends, je crois que le début. Non mais c'est que le début parce que l'âge moyen de cette équipe du Maroc, je crois que c'est 24-25 ans, donc ils ont encore l'occasion de refaire des coupes du monde, hein, y a pas de souci. Ouais, mais je comprends, mais là c'était la dernière là, c'est parce que en fait c'est pas le même championnat au Maroc, en France, tout ça, c'est pas les mêmes joueurs. Non, parce que nous en France, la plupart des joueurs, qu'est-ce que tu dis? La plupart des joueurs du Maroc, ils jouent à l'étranger, donc ils jouent pas au Maroc. Ouais, mais ils jouent à l'étranger, mais il y en a qui jouent en Ligue 2, il y en a qui jouent en CFA, il y en a qui jouent, tu vois. Ouais, il y en a qui jouent aussi à Chelsea, d'autres qui jouent en Espagne, à Séville en Espagne. Ouais, il y en a beaucoup qui jouaient dans des petits clubs qui vont aller dans des grands clubs maintenant. Je sais plus comment il s'appelle le joueur là qui joue à Angers. Unai, Bouklal, celui-là. Angers l'ont acheté pour rien du tout. Enfin, ils vont tous aller jouer dans des grands clubs. C'est parti. Ils ont été repérés. Et le gardien alors. Alors là, lui, s'il n'est pas dans un grand club. La différence par rapport à la France, c'est par rapport en fait à la diversité. T'as des Noirs, t'as des Arabes, t'as des Chinois, t'as tout, et c'est ça qui fait que en fait la France, c'est ça qui fait qu'ils ont une bonne équipe. Ouais. Au Maroc, je suis un peu dubitatif. J'ai pas vu beaucoup de Chinois dans l'équipe de France, mais bon. Non, mais c'est juste pour dire en fait, voilà, c'est un tout quoi. Ouais. Bon, dans l'équipe d'Argentine avec des Argentins et pourtant ça marche plutôt bien. Ça marche plutôt bien, oui, effectivement. La cosmopolitanie, on aime bien. Oui, absolument. Ça marche. Ça marche. Bon, merci à toi en tout cas, mon ami. À très bientôt dans un instant. Le zapping. Tiens, alors, pour vous faire donner envie, j'ai du Pascal Pro, j'ai du Darmanin et j'ai du Adrien Quatennens. Ça donne envie, hein? Non? Quel bonheur. Eh bien, à suivre dans un instant. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Partie de ce LGF sur France Maghreb 2 avec avant le zapping Kamel qui nous appelle de Boulogne-Billancourt. Salut mon Kamel. Salut Christophe, ça va, tout le monde va bien? Bah écoute, visiblement ça va. Jimmy ça va? Amine ça va? Oui. Audrey ça oui, va? Ouais, tout le monde va bien. On est là. Tout le monde va bien. Je voulais vous dire juste quelque chose par rapport à la Coupe du Monde. Il y a une nation déjà, elle a gagné la Coupe du Monde 2 fois de suite. Oui, je le sais. Le Brésil ou du Pelé, 58 et 62. Et puis l'Italie en 34 et en 38. Voilà. Exactement. J'ai rectifié, il fallait m'écouter, mais mon ami DJ Nabil. D'accord. DJ Nabil m'a rappelé à l'ordre, il m'a engueulé. Je disais bravo pour l'équipe du Maroc. Mais je suis dessus de Ziyech. Parce qu'il n'a pas fait son match qu'il faut. Hier, c'était son match à lui. Normalement, Ziyech, hier, il marquait un but. Ouais, voilà. C'est physique, hein, tu sais, au bout d'un moment. Voilà. Je préfère voir l'attaque du Maroc 1986 que cette attaque-là. Parce que l'attaque de maintenant, c'est pas une attaque. Ils ont un bon gardien, une bonne défense, un bon milieu de terrain, mais les attaquants, non.
Bon, en tout cas, c'est quand même pas mal ce parcours. Bravo pour le Maroc. Ouais, bon parcours quand même. Voilà. Merci à toi, Kamel, et bonne soirée à toi du côté de Boulogne-Billancourt, et place au zapping, les enfants. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. Et c'est insupportable, enfin, votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va. C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous croyez qu'ils oseraient venir ici? Bon, ça ose tout. C'est pas ça qu'on les reconnaît. Alors, pour commencer ce zapping, j'ai un Pascal Pro qui est très énervé que Le journal Le Monde, ait osé consacrer 4 pages sur les 5 pages concernant le foot aux supporters marocains. Écoutez. Il a lu le journal Le Monde hier. Il y a 5 pages sur France-Maroc. Il y a 4 pages et demie sur le Maroc. Et la une, c'est les supporters marocains. Alors après, on en pense ce qu'on en veut. France-Maroc, vous voyez, la une du Monde, c'est les supporters marocains. Mais qu'est-ce qui vous dérange là-dedans? Le débat est lancé. Mais rien ne me dérange jamais. Dans quel autre pays sur la planète, une demi-finale de Coupe du Monde, on ouvrirait en parlant davantage des supporters adverses que des supporters de son pays? Pour moi, ça fait sens. Ça fait sens dans ce rapport qu'ont certains, et notamment quelques intellectuels, et Le Monde en fait partie, avec notre beau pays, la France. Voilà, Pascal Pro, qu'avez-vous à lui répondre à Pascal Pro? Tu veux commencer? Non, mais déjà, je pense qu'il s'est rattrapé. Alors vas-y, Jimmy, tiens. Allez. Ouais, d'abord, je lui répondrai qu'il faudrait qu'il change de métier, parce que c'est certainement pas ce qu'on lui demande en tant que journaliste. Il devrait aller, je sais pas, couper du bois dans la forêt ou faire autre chose. Mais parce que ce qui met en exergue, il amorce ce fameux débat identitaire, nauséabond, pompeux et fumeux, qui consiste à le débat intégration-assimilation, en disant ceux qui ont supporté les Marocains, ils sont intégrés, non assimilés, et que forcément, ils s'identifient pas à la culture nationale, etc. etc., etc. Ouais. Alors que tout le monde sait que la culture, elle est déterminée, les éléments déterminants de la culture, c'est l'affect, les émotions. Ce n'est pas lié à votre origine, que soit vous, on s'en fout que vous soyez algérien, marocain, français ou chinois. Ce qui nourrit la culture, c'est l'émotionnel, l'émotion, ce qui est inhérent à l'homme en tant qu'homme. Et donc la culture, c'est dans ce sens qu'on dit que la culture, elle est d'abord universelle. Les fondements, l'essence de la culture, c'est l'affect. L'émotion, c'est l'universel. Si on laisse la culture s'enfermer dans un cadre national, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à ce moment-là, on bousille la culture, on broie la culture, on massacre la culture parce que le cadre national est trop étroit pour la culture. Et donc c'est un débat qui est dangereux et c'est pas le boulot qu'on demande à un journaliste. Monsieur Pascal Pro devra aller couper du bois dans la forêt. Audrey ou Amine, moi je peux. Oui. Alors vas-y Audrey. Alors j'en ai vraiment pour 2 secondes. Justement, ce qui est intéressant, c'est que il partait sur une pente glissante. Son interlocuteur lui dit: mais qu'est-ce qui vous dérange? Et du coup, il s'est rattrapé. Mais moi, je suis d'accord, en fait, quand il a parlé du monde, je suis d'accord avec Jimmy, parce que quand il parle du monde, en fait, il est dépité que un journal tel que Le Monde, en fait, accorde autant d'importance à une équipe. Mais c'est un prétexte quand il dit oui, c'est un prétexte quand il dit oui, il y accorde trop d'importance aux adversaires. C'est un prétexte parce qu'en vrai, il voulait attirer le débat justement vers un problème d'assimilation parce qu'il y a beaucoup de gens qui supportaient les Marocains. Amine. Voilà. Réponse rapide. C'est assez simple, c'est-à-dire que moi déjà si je devais faire confiance à un journaliste pour me transmettre de l'information, ce serait certainement bien plus un journaliste du Monde qu'un journaliste tel que Pascal Pro. Ça c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que il faut que un tout petit, Jimmy l'a dit et Audrey également, c'est que tout se rapporte sur ce plateau
aux idées identitaires, à l'immigration, etc., etc. Sauf qu'en réalité, le monde a raison. C'est que l'événement dans cette Coupe du Monde et à ce stade de la compétition, c'était évidemment la qualification en demi-finale d'une équipe comme celle du Maroc, première nation africaine à arriver à ce niveau de la compétition. Et c'est normal qu'on en parle davantage. La France, à ce niveau de la compétition, c'est assez fréquent finalement à chaque Coupe du Monde. Donc évidemment, on s'en réjouit. Et je pense que évidemment, l'engouement que ça a suscité dans le monde arabe, en Afrique, au Maroc et même dans le reste du monde nécessitait qu'on en parle quand même dans un journal tel que Le Monde. C'est normal. Mais ce que je veux dire, c'est que dans quelques jours, il y aura la finale. Évidemment, on espère que l'équipe de France va l'emporter. Et je ne doute pas du fait que, parce que ce sera l'actu du moment, que Le Monde pourra sans doute faire 3 ou 4 pages sur les supporters français et l'équipe.